Ok, on est parti. Bienvenue dans le podcast Au-delà des entraînements. Damien aujourd'hui avec nous, avec moi. Enchanté, salut. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, j'ai vu des choses assez intéressantes. J'ai vu que tu avais pas mal d'habits Trade by JP. Ouais, Et les gens qui écoutent, et les gens qui écoutent ce podcast, habituellement, ils savent qu'on est assez fan de Jordan Peters sur ce podcast. Donc ça devrait être assez intéressant. bon, ça tombe bien alors. Ouais, c'est le but. Bah écoute, je vais te laisser un peu te présenter pour ceux qui te connaissent pas, déjà, je Ouais, bien pense. sûr. Ben, du coup, je m'appelle Damien, Damien Alpha sur Instagram. Je suis coach, coach en ligne, préparateur physique depuis quelques années maintenant. Et fa- fan, ou en tout cas, membre de la communauté Train by JP, comme tu viens de le dire. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je suis très passionné par la partie entraînement, surtout de tout ce qui touche à l'entraînement. Dans mon travail, c'est vraiment l'axe principal, ou en tout cas ce que moi j'affectionne le plus, en plus de tout le reste, bien sûr. Puis voilà, passionné de bodybuilding, athlète aussi également en parallèle, en classique physique depuis maintenant. Enfin, j'ai fait men's physique il y a quelques années et classique physique depuis l'année dernière. J'ai fait une petite transition. Et, euh, et voilà, dans les grandes lignes. Ouais, pas de souci. Bah écoute, tu fais du coup, je sais pas si t'as dit ton âge ou tu le dis, du coup. Ah, j'ai 31 ans, Ok. bientôt 32. Donc tu fais de la muscu depuis quel âge, du coup? Ah, je fais de la muscu depuis, je sais pas, depuis un peu moins de 20 ans. À la base, je la faisais surtout en parallèle de d'autres sports. Je fais des sports collectifs. Il y a longtemps, je faisais du basket. Après, je fais un peu de rugby. Et la muscu c'était intégré plus en mode préparation physique, vraiment plus que l'aspect esthétique ou bodybuilding que maintenant je peux faire. Donc ça fait, ouais, depuis que j'ai, je sais pas, 18, 19 ans que je fais vraiment de la musculation. Et ça fait un peu moins de 8, 9 ans maintenant que je fais vraiment que ça à temps plein. Je me suis blessé au rugby il y a 9 ans et du coup, à la suite de ça, j'ai arrêté de jouer au rugby tout simplement. Je me suis mis que à la muscu et je suis resté à la muscu au body. Du coup, ouais, et les compétitions, ça fait combien de temps, du coup? T'as commencé très tôt ou Non, j'ai commencé, bah, comme j'ai commencé vraiment à faire que du body tardivement par rapport à d'autres, hein, j'avais déjà 20, je sais pas, 15, 25 ans. La muscu, j'ai commencé il y a 6 ans à peu près. Ma première compétition, c'était en 2017, si je ne dis pas de bêtises, championnat de France IFBB. Euh, donc ça fait déjà, ouais, ça fait 6 ans, 7 ans. Ok. Et du coup, t'as commencé donc en classique physique, en men's physique, du coup? Ouais, en même physique, quoi. C'est-à-dire que la KT a beaucoup évolué depuis, mais à l'époque, c'était vraiment les premières années de physique et les physiques étaient beaucoup moins massifs que maintenant. Il n'y avait même pas encore la catégorie main physique musculaire qui a été créée un peu après pour justement les gabarits un peu plus gros. Donc c'était vraiment des physiques qui étaient les plus accessibles à ce moment-là pour un mec comme moi qui faisait de la muscu depuis quelques années, mais du body que depuis 1 ou 2 ans à temps plein, on va dire. Donc j'ai commencé par là comme beaucoup. Et du coup, t'as gagné des prix dans ces catégories-là? T'es allé jusque. Donc gagné le prix, non, j'ai fait troisième au championnat de France 2 fois en finale. Et après j'ai fait Grand Prix des Pyrénées où j'ai fait un top 5, je crois, top 4, je sais plus, l'année suivante. Et ensuite, je suis parti en NPC. C'était les premières compétitions pro qualifier en NPC auxquelles on avait un peu accès à. C'était en Italie, où j'ai fait 8e ou 9e, je crois. On commençait à avoir des très gros gabarits en maths physique déjà, et c'était beaucoup plus compliqué. Donc, j'avais été pour mesurer un petit peu justement à ce niveau-là, voir un petit peu ce que je valais. Et j'ai vu qu'il me manquait pas mal de masse musculaire. Donc, j'ai pris le temps après, pendant 2 ans, j'ai rien fait du tout. J'ai fait que de la construction, de la progression, etc. Et je suis revenu à la compétition l'année dernière, et cette fois-ci en classique, j'avais décidé de changer, de passer sur la KT classique physique, qui à ce moment-là correspondait un peu plus à ce que moi j'appréciais, un peu plus de critères jugés, un peu plus de complexité aussi dans le posing, voilà, dans la KT de manière générale. Et donc voilà, on retourne l'année dernière en classique. Ouais, du coup, bah, j'allais te demander pourquoi tu as switché, mais du coup, tu as répondu. J'ai répondu déjà. Ouais, du coup, non, Ouais, non, pour ouais. ça, pour ça c'était. Bah, j'aimais déjà beaucoup les physiques à l'époque de classique physique, mais j'étais vraiment très très loin de pouvoir prétendre à ça. Plus j'ai progressé, et plus je me suis dit pourquoi pas le tenter. C'est vrai que c'est une caté qui pour moi est le meilleur compromis, et ce qui représente pour moi vraiment le bodybuilding. C'est équilibré, que ce soit le haut ou le bas, même si je connais des mecs physiques qui ont de très bonnes jambes, on va pas faire ce débat-là. Mais voilà, en termes de jugement et d'esthétique sur scène, je trouve que c'est la caté qui pour moi est la plus chouette et la plus complète. Donc voilà, je me suis orienté sur cette caté-là. Et je continue, du coup.
Ouais, parce que même au niveau, comme dit, même au niveau des pauses, elles sont bien plus importantes que les men's physiques, il y en a bien plus. Ouais, tu l'as dit, les Ouais, critères ça, de il y en a. jugement et tout, ouais, je trouve plus intéressant même bah, ça t'oblige à travailler ton posing encore plus, je trouve, que toutes les Ouais, autres côtés, quoi. exactement, ça oblige à travailler plus le posing, c'est plus complexe dans les poses et il y a plus de détails, quoi. Tu peux pas, même physique, sur NPC, ils ont vraiment que deux poses, dos face, basta. En plastique, il y en a beaucoup plus et tu peux pas tricher, quoi. Tu es obligé de tout montrer. Donc c'est vrai que c'est Mm. super intéressant. C'est un challenge en plus, voilà, que juste le fait d'arriver sur scène. Donc ouais, c'est une caté que je trouve vraiment chouette. Et après, à haut niveau, les gars sont magnifiques. Donc c'est Ouais, et puis tu as aussi top. un posing libre, je trouve, qui peut être plus intéressant aussi qu'un men's physique, où tu peux vraiment amener en fait, ton flow. Parce que en fait, men's physique, c'est un peu les mêmes poses qu'en fait. Ouais, Hein. clairement. Ouais. Alors qu'un classique physique, ouais, comme dit, tu peux amener vraiment ton univers, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment En même, c'était beaucoup plus limité. Parce que bah, voilà, il y a pas tellement de trucs à montrer, entre guillemets, même si mais en classique, ouais, il y a vraiment toute une chorégraphie à travailler. Alors, c'est pas la partie sur laquelle je suis meilleur, il y a beaucoup de travail à faire dessus. Mais les gars qui savent vraiment bien poser, qui arrivent vraiment à le construire correctement, ils dégagent vraiment quelque chose sur ça. Il y a de l'émotion qui se transmet, il y a vraiment quelque chose de vraiment chouette dans la KT et qui passe à travers ça. Et c'est ce qui la rend vraiment intéressante au-delà de la ligne que je trouve vraiment super chez les athlètes. ouais. Et puis, comme dit, ouais, effectivement, et puis ils arrivent aussi un peu entre guillemets, plus facilement se déplacer. Donc, même leurs mouvements sont un peu plus fluides et ouais, c'est un peu comme une danse au final. Et ouais, Ah même ouais, c'est ceux, une qui vraie ceux qui choré, sont hein. bons là-dedans, ça fait toute la différence sur le posing. Certains ne sont pas forcément trop bons sur les poses, mais par contre, quand ils sont posing libre, tu as envie de les faire gagner limite parce qu'en fait, c'est trop beau, quoi. Ouais, c'est ça, C'est il y, a ça. il y a de l'émotion qui se dégage, il y a des gars qui te filent des frissons, hein. Mm. Franchement, c'est au-delà de la musique, forcément, qui joue aussi un rôle dans tout ça, mais quand ta musique est bien choisie et que le gars s'est posé vraiment, que c'est élégant, c'est vraiment chouette. Franchement, ça dégage des émotions qui sont incroyables, donc c'est une caté qui est vraiment intéressante pour ça. Mais du coup, juste pour revenir sur les men's physiques, qu'est-ce que tu penses après que. Parce qu'en fait, depuis toutes ces années, en fait, la catégorie elle a tellement explosé au niveau masse musculaire et physique sont devenus. Pourquoi tu penses que c'est les critères de jugement qui ont évolué ou c'est juste une question de. Les gars, en fait, ils avaient envie de rester dans la catégorie, mais en étant plus musclés ou. Et je pense qu'on leur a pas mis vraiment de limite dans ce qui était. En fait, il n'y a pas de critères de Hmm. taille poids, c'est des critères de taille. Donc, les gars, je pense, se sont dit bah, que pour gagner, il fallait en imposer plus sur scène que les autres, donc être de plus en plus gros. Et comme on les a jamais freinés au fil des années en leur disant, bon, on va s'arrêter au niveau du poids, bah, on arrive aujourd'hui à des gars qui sont plus gros que des classiques sur scène. J'ai vu des men's backstage, tu chiales, quoi. S'ils tombent le short, ils peuvent monter en classique sans problème. Ils sont énormes du haut, vraiment. Et t'as des gars qui font 100 kilos hein, en Hmm. men's physique. Donc, C'est ça. je pense que c'est simplement le fait qu'on leur ait pas mis de barrière, vraiment, qui fait qu'au fil des années, ben, les gars sont devenus de plus en plus impressionnants pour justement se démarquer sur scène. Et forcément, bah, on a certainement à un moment donné fait gagner les gars plus gros, donc les autres se sont alignés. Et en fait, c'est l'escalade à chaque fois. Donc, à moins qu'on leur mette à un moment donné une limite, après, je pense qu'on va commencer à arriver sur quelque chose qui est difficilement explosable maintenant. Les gars sont tellement gros que plus gros, ce sera plus du men's physique. Donc, je pense on se rapproche vraiment de la limite, à mon avis, là. Mais ça, si on leur dit rien, bon, voilà, hein, ils n'ont pas de limite. Donc, Ouais, c'est ça. c'est là où c'est peut-être des fois la culture du trop ou du plus en plus. On a eu le même problème en open il y a des années avec les Monster Mass qui ont voulu vraiment exploser. Aujourd'hui, on revient un petit peu en arrière sur certains critères. Mais voilà, tant qu'on ne met pas de barrière aux gars, forcément, bah, on cherche Mais tout ouais, le c'est plus ça. gros. C'est ça, parce que eux, au fur et à mesure des années, ils regardent comment les juges notent. Si le juge il note le plus gros, automatiquement, ils vont se dire l'année d'après sera pareil. Et puis après, c'est C'est ça. l'ascenseur du plus gros. Et chaque année, ouais, c'est ça. Et au final, Exactement. des Le, fois, le gars ça. qui, le gars qui, le gars qui gagne met le nouveau standard. Et du coup, on se dit, OK, bon, bah, c'est lui qu'il faut maintenant battre. Donc, on fait mieux, mieux, mieux. Et on ne s'arrête jamais. Ouais, c'est pour ça que certains, ils perdent même leur ligne de base. En fait, ceux qu'on Ouais, appréciait, au bout d'un moment, 2, 3 ans plus tard, on les revoit, on se dit, ah ouais, en fait, ça a plus carrément. rien à voir. Ouais, ça, c'est des fois dommage, ouais, effectivement. Ouais. Carrément, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe à chaque fois. Ça fait des années que c'est comme ça. Je te dis, même en open chez les plus gros, c'est une phase où c'était devenu le freak show. Les gars étaient de plus en plus gros, mais il n'y avait plus aucune esthétique, aucune ligne. On est revenu un peu en arrière quand Sean Rodon a gagné avec quelque chose de différent. Mais jusque-là, c'était pas du tout
les critères, ou en tout cas pas ce vers quoi la KT tendait de plus en plus. Donc c'est Ouais. toujours pareil, ouais, sur mes pas de barrière. Mais c'est ça, et puis même, comme dit, ils s'embêtaient plus trop à poser non plus, enfin, du moins sur leur posing libre aussi. Ouais, Ils s'embêtaient plus. Donc, effectivement, ouais, ça fait du bien d'être un petit peu revenu en arrière sur certains. Puis en plus, avec tous c'est clair. les derniers morts qu'il y a eu aussi, il y en a quand même eu pas mal en très peu de temps, et je pense que ça a aussi un peu freiné, tout ce qui est juge et même organisateur, même si malheureusement, ils n'ont pas trop le choix pour. Ils doivent vendre aussi, ils doivent vendre des places, hein. Il n'y a pas le choix, hein. Bien sûr. De la vente. Et puis, du coup, les gars, c'est un peu les représentants de la marque, en fait, tout simplement, même de l'organisateur. Donc, Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. C'est pour ça, c'est aussi pour ça que les gens viennent. Après, l'avantage, c'est qu'avec la KT et classique physique qui est énormément développé, maintenant les gens viennent plus voir ça que les gros. ouais, c'est ça. Du coup, on revient quand même sur des physiques qui sont voilà, beaucoup plus esthétiques, beaucoup plus élégants et ça fait du bien, du coup, je pense, au bodybuilding de manière générale. C'est ça, ouais, parce que même, comme dit, même avec Bumstead et tout, ça a fait un énorme buzz autour de cette catégorie-là aussi, hein. Après, c'est aussi eux qui Oui, véhiculent l'image automatiquement. oui, aujourd'hui, c'est la KT qui porte le bodybuilding bien plus que les Open, parce que c'est la KT qui est plus grand public. Il y a 5-6 ans, c'était les men's qui avaient le vent en poupe, là, c'est les classiques. Mm. Et les gens regardent les Open parce que ça reste impressionnant et qu'on veut du spectaculaire, mais c'est pas des physiques sur lesquels ils vont dire ah ouais, c'est super beau, ou alors ils vont s'identifier. C'est ça. Même nous, en tant qu'athlète, je connais très peu de gars qui sont prêts à tout sacrifier pour avoir des physiques d'Open. Ouais, là, Donc ça, c'est vraiment la KT classique qui fait que le body voilà, a une image un peu différente. Ouais, parce que c'est ça, tu disais, ouais, il y a environ 5-6 ans, les men's physiques, c'est ça, c'était un peu l'époque de Jérémy Buendia, en fait. C'est lui, Ouais, c'est ça. à la base, son physique, il était, on va dire, encore pas atteignable. Bon, après, il y a eu du travail, mais acceptable dans les critères men's physique. Pour moi, et après, au fur et à mesure des années, lui, il a perdu. Et après, ça a été de plus en plus gros. Et en fait, moi, je vois encore les men's physiques comme Jérémy Buendia à l'époque, quoi. Mais maintenant, il y a des Ryan Terry, des mecs comme ça qui, en fait, pourraient limite faire du classique sans problème et se classer même plutôt correctement parce qu'en fait, ils sont énormes, en fait, du haut comme du bas au Ouais, final. et encore que Ryan Terry, c'est pas un des plus gros, mais c'est vrai que Mm. oui, c'est ça. Moi, quand j'ai commencé le body, les compétitions, les références, c'était Steve Cook et Sadi Kadzovic. Donc, tu vois, les gabarits de l'époque n'avaient rien à voir. C'est Sadi, ça. il a explosé parce qu'après, il est monté. Mais voilà, bon, Steve Cook, à l'époque, voilà, c'était atteignable, entre guillemets, ou en tout cas, on pouvait espérer tendre vers ça assez facilement, beaucoup plus que maintenant. Alors que maintenant, tu prends Hendrickson qui gagne Olympia en men's physique, bon, on se rend pas compte en photo, bon, il est tout petit, mais c'est une bûche le gars. Et il a des jambes en plus, donc il se met en caleçon, à mon avis, il va en classique. Peut-être qu'il performe pas, mais il est pas ridicule, quoi. C'est ça. Sont vraiment devenus très très gros. Donc c'est clair que les critères changent forcément avec le temps, mais Ouais, il c'est faut ça. mettre des limites à un moment donné. Ouais, mais c'est ça, il y a eu une explosion. Comme je dis, en fait, j'ai cité Ryan Terry parce que pour moi, à l'époque, c'était un mec un peu des réseaux, tu vois, un peu le style Ouais. Steve Cook. Et en fait, maintenant, il a vraiment explosé. Alors, c'est pas le plus gros, c'est clair, mais comparé il y a quelques années en arrière, je suis retombé sur Ah son oui, profil il il y est a beaucoup plus quelques temps, gros. je me suis dit, ah ouais, le mec, il a explosé, clairement. Ouais, mais en fait, il n'a pas eu le choix non plus, parce que s'il veut rester dans les tops, entre guillemets, et continuer à performer, il faut suivre la cadence. Et comme les gars sont de plus en plus gros, C'est ça. et depuis que Buendia est parti, je pense que ils sont vraiment de plus en plus gros. C'est ça. Donc, Après, c'est entre guillemets, oui et non, ça dépend, parce que c'est en fait son sport et ce qu'il aime, mais un cercle vicieux dans le style que pour être compétitif sur scène, il n'a pas le choix d'être gros, et pour être vu sur les réseaux, il n'a pas le choix d'être gros non plus, parce que s'il gardait le même physique qu'avant, automatiquement, il serait vite moins ouais, bien en vu fait, ça va que très vite. maintenant. Tout va hyper vite maintenant, donc c'est vrai qu'il n'a pas le choix en termes d'image. Voilà, il faut qu'il soit présent à la fois sur les plateaux au plus haut niveau, même si je pense que là, il est sur sa fin de carrière, entre guillemets. Mais il n'avait pas le choix d'être présent sur les plateaux à haut niveau et d'être présent sur les réseaux, de montrer l'évolution. Donc, clairement, oui, le contexte fait que C'est les ça. choix sont réduits, en fait. Tu pas vraiment le choix. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il y en a aussi beaucoup qui développent énormément de business à côté, que ce soit des marques de compléments, que ce soit des Bumstead qui se lancent aussi dans pas mal de. J'ai vu que dernièrement, ça bouge beaucoup, même avec son coach et tout. Ils sont en train de créer des. Alors, du coup, je pense qu'ils voient aussi la même chose, que ça va tellement vite que, évidemment, ils n'arriveront plus à suivre. Alors, il faut bien que derrière, ils aient quelque chose qui les rémunère, quoi. Parce qu'après, les sponsors, c'est Ouais, pareil. Il bah, y a un temps où. il prépare l'après, et puis même en termes de revenus, le bodybuilding, c'est pas le sport qui rapporte le plus, hein. Les price money
sont correctes, mais par rapport à ce que ça coûte d'évoluer à ce niveau-là, c'est dérisoire. Donc, forcément, à côté, tous les athlètes qui veulent en vivre génèrent des business parallèles ou préparent leur retraite, comme peut le faire BMC en ce moment en investissant chez Euro Nutrition, chez Revive, etc. Et ils ont raison, en fait, c'est la seule solution, parce que sinon, quand ça va s'arrêter, tu es vite remplacé sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, le jour où BMC arrête les compétitions, ça ne va pas s'arrêter d'un coup, mais forcément, les gens vont perdre de l'intérêt. Il y aura d'autres champions à sa place. Et voilà, en quelques années, il générera moins de revenus avec ses réseaux. Donc, forcément, s'il n'a pas préparé la côté avec du placement ou d'investissement ou des marques, C'est ça, il ne pourra justement. pas maintenir ce niveau de vie, quoi. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est bien aussi qu'ils en parlent, tu vois, parce que c'est des gars qui sont suivis pour prouver que le mec, entre guillemets, il fait pas que ça de sa vie non plus, tu vois. Je trouve que c'est bien d'en C'est parler, ça. de prouver que voilà, il y a un côté l'entraînement et la diète où il est vraiment à fond dessus. Enfin, du moins quand il prépare des compétitions, il est vachement carré et tout. Après, à côté, il se donne aussi beaucoup sur, bah ouais, comme dit, les investissements, sa vie privée et tout. Et je trouve que c'est bien de pouvoir le montrer et de motiver du monde aussi à s'y mettre parce que le monde à venir, si juste avoir son salaire et rien d'autre, ça va devenir très compliqué plus les années vont avancer. Ça, c'est le problème du. Ouais. Ouais, surtout même si le salaire est bon, mais c'est vrai. Et puis c'est pas mal aussi parce que ça montre aussi aux plus jeunes, entre guillemets, ou ceux qui aspirent à devenir pro, que être pro c'est bien, mais qu'il faut quand même réfléchir à côté, quoi. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, on le voit tous les jours sur les réseaux, road to pro, road to carte pro. Ok, la carte pro c'est cool, mais il faut en faire quelque chose déjà derrière, concrètement en tant qu'athlète. Et en plus de ça, c'est pas une fin en soi. Si vous allez être pro pendant quelques années, si vous générez rien à côté ou vous créez rien à côté, bah, vous aurez un bout de carton, mais c'est tout, quoi. C'est ça. Donc ça montre, c'est bien de montrer cette image-là et il a la meilleure place pour le faire, c'est un ambassadeur pour le sport. Et s'il peut aussi montrer à côté de ça qu'il faut en avoir dans la tête et pas faire que penser body sans prévoir le reste, c'est plutôt une très bonne chose. Mais c'est vrai, ouais, il y en a de plus en plus qui marquent ça en route vers la carte pro ou bientôt la carte pro, alors qu'il y a quelques années en arrière, c'était limite inatteignable. Après, d'un côté, c'est bien, ça motive un peu tout le monde parce que ça motive des Français, ça motive des. Parce qu'il y a quelques années en arrière, c'était vraiment, on voyait que à la rigueur des Anglais ou des Américains. Maintenant, c'est bien. Il y a de plus en plus de Français, ça motive. C'est bien Bien sûr, aussi, c'est très bien, ça fait de la visibilité aussi. Mais après, derrière, effectivement, la gagner, c'est bien, mais après. c'est ça. Déjà la gagner, c'est pas Hmm, aussi facile que ce que les gens veulent croire parfois. c'est ça. Alors c'est très bien sûr que les gens soient de plus en plus chauds pour aller chercher les cartes pro, que le bodybuilding évolue même en France. Mais il faut pas s'éloigner non plus trop de la réalité, avoir conscience qu'une carte pro, ça ne se gagne pas comme ça. Road to carte pro, ok, mais faut vraiment en avoir les possibilités, sans donner les moyens surtout. Et tout le monde n'est pas capable d'être un excellent pro. Il y a plein de gens qui vont gagner des cartes pro qu'on ne verra jamais sur les plateaux pro. Moi, dans ce cas-là, je préfère rester Enfin, c'est pas mon cas, mais je préférerais être un excellent amateur qu'un mauvais pro, quoi. Donc, avoir une carte pro, ok, mais il faut vraiment que derrière, on soit prêt à faire ce qu'il faut pour être performant en pro. Et au-delà de ça, bien évidemment, c'est pas une fin en soi. Une carrière de pro, ça dure pas non plus pendant toute la vie. Donc, il faut prévoir à côté et être stratégique, je pense, et malin. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, quand tu passes pro, après, tu dois faire quoi pour la conserver? C'est à vie que tu es pro? Ou alors tu dois passer Ah, des. t'es pro toute ta vie, donc Ah, ok. tu dois payer tous les ans, je crois, pour conserver la possibilité d'évoluer chez les pros, mais t'es pro à vie normalement. Mais bon, ça te génère pas un salaire, quoi. Mm. Si t'as ta carte pro dans ton salon, mais que tu fais jamais de compète, la ligue ne te paye pas pour être pro, comme c'est le cas dans plein de sports où le club te paye, que tu sois blessé ou pas, t'as un salaire, un revenu. Là, t'es pro, tu joues pas, quoi. Donc, Ouais, il c'est ça. faut, il faut faire des compétitions. Et pour gagner de l'argent étant en pro, il faut être compétitif sur les plateaux, parce que les prize money, c'est sur les top. Allez, quand c'est des belles compètes, des grosses compètes, c'est les top 5. Peut-être qu'ils gagnent top 6, qui sont tous un peu payés, mais voilà, ça fait pas un salaire, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, soit Après, tu gagnes des grosses, grosses compètes, soit tu génères à côté des revenus parallèles avec du coaching, avec des fringues, avec c'est des ça. compléments, avec tes sponsors. Parce que même les très grosses compètes type Olympia et tout, le premier Open, c'est pas non plus énorme, hein. Je sais pas si c'est 5 ou 6 chiffres. Je crois que c'est que 5, non? Enfin, même si c'est 5 ou 6, en gros, Ouais, tout 5 ce ou qu'il a 6, mais investi, en oui, fait, ça voilà. représente rien. Ça représente rien avec tout ce qu'il a investi déjà toute sa vie, plus encore même l'année en cours, ça représente quasiment rien au final, pratiquement. Exactement. C'est ouais, c'est ça.
c'est la récompense, mais c'est pas ça qui les fait vivre réellement, quoi. Si on regarde bien, tous les pros ont tous des gros sponsors déjà qui rémunèrent certainement très bien suivant les contrats, mais après, ouais, ils ont tous, soit ils vendent tous des fringues, soit ils ont tous du coaching à côté, enfin voilà, ils sûrement d'autres business dont ils ne parlent pas forcément. Mais le bodybuilding en soi, même à niveau pro, c'est pas lucratif à fond, quoi. C'est l'image que tu vends autour qui peut l'être, mais encore faut-il bien la vendre, quoi. Ouais, c'est ça dépend de chaque personne. Mais du coup, alors, tu prépares alors pour 2023, c'est ça, la prochaine compétition? Non, moi, normalement, ce sera fin d'année, là, Ah, si c'est tout fin se passe d'année. comme prévu. Ouais, si tout se passe comme prévu, ce sera pour fin d'année. Bon, j'ai aussi des athlètes moi, en préparation. Donc, ma préparation est soumise à la leur, parce que c'est eux la priorité pour moi. Ma carrière d'athlète, je la fais pour moi, quoi. C'est pas pour être pro, quoi que ce soit. Je le fais parce que j'adore ça. Ok. Donc, normalement, je suis censé concourir en fin d'année, si tout se passe bien et que ça n'entrave pas les prépas de mes athlètes. Mais du coup, ce serait quoi alors en NPC et IFBB, c'est ça, hein? Toujours pareil? Ouais, NPC, ouais. NPC toujours, ouais. Donc, normalement, il y a la compétition régionale qui a lieu en septembre, qui est obligatoire. Maintenant, les compétitions régionales sont obligatoires pour se qualifier pour aller faire des compétitions internationales. Donc, ce sera normalement la compétition de septembre en régional. Et après, je n'ai pas encore regardé exactement lesquelles je vais faire, parce que ça va dépendre justement des compétitions sur lesquelles je me déplace pour mes athlètes. Donc, il y en aura sûrement une ou deux dans l'automne, fin d'année, pour moi, en fonction si j'arrive à me glisser dans un trou où il n'y a personne qui soit sur scène en même temps que moi pour mes athlètes. Ouais, c'est ça en fait. Mais du coup, tu vas commencer à partir de quand la diète de prépa? Tu prends combien de temps à peu près pour être prêt sur scène? Ta diète de, ouais, Alors, entre de 12 et, sèche. 12 et 20 semaines à peu près. Là, je vais commencer début juin Ok. pour le régional de septembre. Et puis après, ça durera autant de temps qu'il faut en fonction des dates que je fixerai derrière. Mais je commence à peu près ouais, début juin. Ok, ouais, donc c'est pas mal, ça laisse quand même du temps, ouais. Ouais, tu coupes pas Ouais, d'un coup, et ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, ouais. oui, oui, c'est le mieux. Ça me laisse ça fait 3 mois, 3 bons mois, 3 mois et demi même Ouais, c'est ça. pour vraiment aller Parce chercher, que, pardon, vas-y, mais pas de souci, vas-y. ouais, pour aller chercher la condition nécessaire, quoi. Ouais, c'est ça, justement, ouais, c'est le but. Parce que là, au niveau de ta diète, actuellement, tu es à combien du coup, au niveau calories? Je te dirais une bêtise. Alors, en ce moment, on fait une petite quête en plus pendant quelques semaines. C'est descendu, je crois que je suis à 3006 les jours où je m'entraîne et 2009 ou 3000 les jours où je m'entraîne pas. On a fait un espèce de petite quête là pendant 4-5 semaines histoire de redescendre un petit peu niveau body fat. Non pas que j'étais monté super haut, mais voilà, ça permet aussi de faire une petite phase de nettoyage entre guillemets, de remettre un peu la sensibilité à l'insuline en place, etc. Tout ce qui va bien niveau physiologie. Donc là, ouais, je suis à peu près dans ces eaux-là. Après, les calories, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en termes de glucides, par exemple, sur les jours où je ne m'entraîne pas, je suis à 1,8 g, 2 grammes, par exemple, par kilo de poids de corps, donc ce qui est relativement bas par rapport à ce que je mange d'habitude. Et les jours où je m'entraîne, je suis à 5, je crois, 5, 5,5. Ouais, Donc c'est ça. on est relativement bien descendu assez rapidement pour la 5-6 semaines, histoire de taper fort avant de finir leur saison et d'attaquer la prépa des gens. Ouais, donc au niveau de ta diète, tu procèdes comment alors? Tu sais quoi, c'est environ 70% de glucides, c'est ça? Alors moi j'ai un coach hein, qui me gère ça, donc je m'en occupe, enfin je m'en occupe pas, je me la prépare pas, mais oui c'est à peu près, en gros à peu près ça, je suis assez haut en glucides, euh, 70%, ouais, max par là. Ouais, c'est ça. Et puis tes protéines, c'est même pas tellement haut, non? C'est plutôt modéré, pas bas, mais C'est modéré haut, là je suis à 2,5 2,6 je crois par ah, quand kilo. même. Ok. Ouais, c'est relativement haut, ouais. Et les fats par contre sont relativement bas, je suis à 0,4 grammes par kilo, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu sur le modèle des Anglais, en fait. J'en ai déjà discuté dans certains podcasts. C'est un peu la façon de procéder de Jordan Peters, au final. J'ai déjà vu que. Ouais, entre autres, ouais, ouais, lui comme beaucoup. C'est vrai que les Anglais sont pas mal sur ce format-là. Même moi, dans mon travail, je suis assez comme ça, Ouais, assez haut en protéines, ou en tout cas fourchette haute au niveau des protéines. Carbs aussi, dans la mesure du possible, et modéré au niveau des fats, voire un peu bas sur les phases. Mais ouais, c'est une approche que moi j'aime bien aussi, et que ouais. c'est vrai qu'on retrouve pas mal chez les Anglais. Ouais. Justement, ouais, parce que c'est aussi l'entraînement, en fait, qui est fait pour. Parce qu'il y aura beaucoup de gros exercices. Il y a beaucoup de soulevés de terre, de hack squat, enfin, ce qui est très demandant, en fait. Donc, du coup, ben,
si derrière, il n'y a pas l'énergie qu'il faut, ben, automatiquement, les pertes ne seront pas les mêmes. C'est ça, en fait. Exactement, ouais. Exactement. Bah, moi, là, moi, pour le coup, si on parle de mon programme d'entraînement, je m'entraîne en push-pull-leg. Mhm. Donc, c'est du format vraiment, pour le coup, Paul Jordan Peters, mais pas que lui, mais pour le coup, il pratique comme ça avec beaucoup d'intensité, pas de gros volume. Ouais. Et ça, du coup, en termes de demande c'est assez éprouvant. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on travaille comme ça sur la partie nutrition, avec pas mal de carbs et protéines Ça. pour mettre tout en place pour optimiser la récupération, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que tu te retrouves avec un tel écart entre tes jours off et tes jours on, en fait. Ouais, aussi, C'est ouais, pour ça. c'est ça. Exactement. Exactement. C'est vraiment les jours d'entraînement où là, voilà, on envoie le max et on tabasse, et les jours off, du coup, ben, beaucoup plus light. Ouais, c'est ça. Parce que je fais rien. En plus, j'ai un travail relativement sédentaire, donc hormis mes pas quotidiens que j'ai à faire, sinon je ne bouge pas beaucoup. Donc ça ne sert à rien d'avoir non plus trop les jours off en termes de glucides, quoi. Ok, donc tu mets aussi en place des parts, tu as un quota de parts à respecter aussi? Parce que moi aussi, je mets ça en place et je trouve que Ouais, c'est. ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, là, c'est mon coach du coup, ouais, qui me les donne, mais sinon, moi aussi, je mets un quota de pas pour mes athlètes, mes clients de manière générale. Sauf s'ils ont déjà un travail hyper actif, auquel cas ça sert à rien que je leur en rajoute. Si je bosse avec un maçon ou une serveuse qui marche toute la journée, bon, c'est bon, pas besoin. Mais sinon, ouais, pour les gens qui, comme moi, ont un boulot relativement sédentaire, ou des gens qui travaillent dans des bureaux, etc., je mets un quota de pas, ouais, ça permet quand même de garder un minimum d'activité, de les obliger à voilà, garder un peu de NEAT et un peu de C'est dépenses, ça. mine de rien, quotidiennement. Puis je trouve que on s'en rend pas compte, mais c'est une variante incroyable à prendre en place, même quand tu veux descendre en poids. Si tu es, Ouais, déjà très haut au niveau du cardio en salle et que tes calories, elles sont déjà pas forcément basses, que c'est pas forcément une bonne idée, mais rajouter des pas, mais au-dessus de 10 000, en fait, ça commence tellement à consommer qu'en fait, tu peux transformer un physique en une semaine et demie, juste en augmentant le nombre de pas de la personne, en fait. ouais, clairement, c'est un super moyen de dépense. Et les gens le font des fois sans s'en rendre compte parce qu'ils vont se balader, ils vont marcher un peu. Et c'est Ça. moins contraignant que de leur dire va taper une heure de cardio, une heure de vélo, une heure de marche sur un tapis, etc. Donc il y a un petit trick un peu psychologique de leur dire voilà, tu vas marcher, tu fais ce que tu veux, tu vas te balader. En plus, il commence à faire beau. Plutôt que de leur dire va à la salle et va te taper une heure d'escalier. De suite, c'est moins perçu comme une contrainte, on va dire. C'est ça. Ouais, c'est bien. Et puis même, ça permet de faire une petite pause, de s'aérer. Tu peux le faire en plusieurs fois si tu as le temps et tout. Je trouve que c'est vraiment une. Dans la journée, c'est pas mal, ouais, à placer et tout. Ouais, c'est clair. Ils le font plusieurs fois si ils veulent. Moi, je sais que je vais marcher un peu le matin, un peu le soir, en fonction de ce qu'il me reste à faire. Mais voilà, je le perçois moins comme une contrainte que de me dire, vas-y, va taper une heure de marche sur un tapis à la salle ou une heure de vélo, etc. Et du coup, voilà, au niveau de l'approche, c'est un peu plus sympa, entre Ouais, guillemets. c'est ça. C'est ça. Et mine de rien, c'est quand même important aussi sur l'aspect psychologique. Donc, surtout quand tu es en prépa, les prépas sont assez éprouvantes. Donc, si on peut en plus de ça ajouter un peu de dépenses sans que ça en ait l'air, bah, c'est parfait. Parce qu'au niveau de ton nombre de pas, du coup, quotidiennement, tu es à combien à peu près? Alors là, vu qu'on a un peu augmenté, je suis à 10 000 à Mhm. faire. Et en moyenne, hors saison, enfin, je dois être autour de 7 000 à peu près, 7 000, Ouais, 7 c'est ça. 500. Ouais. Au final, Voilà. ça va vite, hein. Même moi, je le vois, je suis à 8 000 à peu près. Au final, ça va très vite, hein. On s'en rend pas compte. On a Ouais, l'impression que ça va très vite, hein. ouais, Même le temps ouais, ça d'aller va faire faire des vite, petites mais courses ou quoi. ouais, voilà, c'est ça. J'ai un chien, je sors 2 fois le chien, hop, j'ai fait la moitié déjà, 3 quarts de mes pas, tu vois. C'est ça. Mais c'est vrai que si j'avais pas cet objectif de pas, je marcherais sûrement un peu moins, et je l'ai déjà fait. De regarder sur une journée, je suis plus proche des 3 000 quoi, si j'ai Mhm. pas l'objectif de pas à faire. Parce que C'est bah, je ça. suis à mon bureau, je fais mes coachings, je fais des pas dans la maison, mais j'habite pas dans un château, donc ça va pas assez vite. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un petit objectif, même hors saison, toute l'année, ça me permet d'entretenir et de maintenir quand même une activité mine de rien en permanence. Et après, ouais, ça va vite, hein. Tu vas marcher 20 minutes 2 fois dans la journée déjà. C'est 3 quarts, Ouais, quoi. Tu vas faire tes courses, voilà, c'est fait. mais au final, c'est ça. Et après, comme dit, ça permet aussi d'avoir quelque chose de stable parce que si un jour tu marches 8 000 et après le lendemain tu marches que 3 600, ton poids, il n'est pas forcément stable non plus. Ça permet aussi d'avoir la même dépense. Tu as ça en plus que tu Exactement. peux suivre. Et puis, même pour ton coach, comme tu dis, bah, c'est plus simple. Il peut se dire, ouais, Exactement, ouais. C'est exactement ça parce que quand tu parles de la tête, par exemple, c'est bien d'avoir. Le mieux, c'est de standardiser au maximum les choses. Donc, si tu as une base qui est standardisée sur le long terme, c'est ça. en fait, tu sais où tu en es et dès que tu vas faire une modif ou dès que tu veux faire une modif dans un sens ou dans l'autre, bah, voilà, tu sais d'où tu pars, tu sais où tu vas aller. Et du coup, la réaction qui va en découler du coup de la modification,
tu peux presque la prévoir, ou en tout cas, tu sais ce qui a changé et tu sais où tu vas. Alors que si c'est, comme tu as dit, un coup 7000, un coup 3000, un coup 1000, un coup 2000, tu sais pas quoi. Donc, tu veux racheter des pas, mais comme tu en rajoutes sur 7000, c'est pas pareil que quand tu en rajoutes sur 2000. En fait, tu bosses un peu à l'aveugle et c'est hyper aléatoire, en fait, comme façon de procéder. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir une baseline qui est fixée et de tous les jours faire la même chose, bah, tu optimises davantage ton travail sur le long terme. Ouais, et puis comme dit, il y a un aspect santé aussi. Le fait de juste envoyer le cœur, il y a quand même des. Normalement, je crois que c'est 10 000 pas recommandés par jour. Après, bon, ça reste une recommandation. Ils l'ont baissé en plus, je crois, parce qu'il n'y a personne qui arrive à les tenir. Mais et je crois que c'est dommage, hein, mais je trouve que c'est une chose. Ouais, c'est faisable. Hein. Ouais, mais justement, 10 000 au final, ça va vite. Après l'avantage, c'est que s'il a une base constante, si tu lui montes un peu, normalement, tu ne lui rajoutes pas d'un seul coup 5 000 pas. Enfin, ça monte normalement Non. à peu près. Donc, la personne, en fait, elle s'habitue doucement. Si elle a l'habitude de 8 000, tu passes à 10 000, bon, bah, 2 000 pas en plus, allez, ça fait un aller-retour en plus, ou je sais pas, au final, ça va vite, hein, ça va très vite. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Tu peux beaucoup plus facilement adapter, améliorer ou jouer sur les variables si déjà de base, tu as quelque chose de relativement linéaire en termes de travail. C'est dommage qu'ils aient baissé la ligne, parce que 10 000, c'est pas mal. Hein. Ça oblige les gens à dépenser un peu plus, donc la plupart des gens des sédentaires aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est une bonne moyenne. Puis, bon, comme tu as dit, ça va vite. Hein. Mm. Au pire, à la salle, bon, quand j'ai beaucoup de pas à faire, comme en ce moment, à la salle, je marche un peu dans la salle entre mes sets, au lieu de rester sur place. Voilà, tu grattes 50, tu peux faire 200, 300, 400 pas dans ta séance en plus. Et au final, c'était à la salle de toute façon, donc tu n'avais rien de mieux à faire que de marcher et de respirer. Donc, Ouais, c'est ça. du Non, coup, mais c'est vrai. Hein. tu peux vraiment gratter énormément. Au lieu d'aller faire tes courses et de te garer devant la porte, tu te gares du parking. Enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça que tu peux faire et qui permettent de gratter 100, 200, 300 pas sans vraiment changer ton quotidien au final. Et au bout de ta journée, bah, tu as augmenté de 3000, 4000 pas sur ton truc. Donc, C'est ça. Après même si vraiment, imaginons, je sais pas, la personne a un travail, elle finit tard le soir, elle n'a pas forcément le temps de finir ses pas, même à la salle, sur un tapis, au final, bon, c'est un peu plus chiant, mais oui, musique ou même une petite série, il y a toujours moyen de se faire des pas, ça va vite au bien sûr. final. Bien sûr, tout est possible. Il faut juste avoir la volonté de le faire et trouver une solution. Tu te mets une série Netflix, un épisode, ça dure 40 minutes. Tu marches 40 minutes, tu as fait largement fait tes pas de la journée. Exactement. C'est plié. Tu mets un podcast, pareil, ça dure une heure, trois quarts d'heure. Tu mets ton truc et hop, c'est fini. Ouais, c'est ça. Tout est possible. Il y a vraiment très, très peu de cas dans lesquels il y a aucune solution à n'importe quel problème de ce côté-là. Ouais, tout est possible, tant qu'on s'en donne les moyens, de toute façon, on arrive toujours à trouver une solution, Exactement. c'est clair. Exactement. Ok, mais du coup, j'en ai pas trop parlé, mais au niveau de tes entraînements actuels, ça ressemble à quoi tes séances à peu près? Tu peux en parler ou. De toute façon, Oui, bien sûr. Ah oui, de toute façon, les séances, elles sont faites pour toi, donc même si quelqu'un les copie, aucun ouais, intérêt. ouais, si vous voulez les faire, il n'y a pas de problème. Déjà, sur ma rotation, en ce moment, je fais du coup, alors c'est un push-pull leg, mais qui est un peu modifié. Donc, je fais leg, pull-push, enfin, leg, repos, pull-push, repos, à nouveau les jambes, et j'ai une séance bras en plus en ce moment. Donc, une rotation qui se fait sur 8 jours à peu près. Ouais, c'est 8 jours. Et du coup, sur mes séances, tu veux dire le contenu de chaque séance? Non, en gros, hein, comme tu En veux, hein, gros, ouais. mais je pense que comme dit, tu as des exercices polyarticulaires les plus gros possibles. Ouais, en gros, j'ai des exos polyarticulaires. J'en ai au moins deux par séance, de gros par séance à peu près. Euh, et en termes de volume, sur un groupe musculaire donné, je suis à peu près sur entre 12 et 15 séries effectives, grand max par séance. Donc, si je dois prendre un exemple, par exemple, sur ma séance quad, enfin, leg, mais orienté quad, j'ai deux séries d'adducteurs pour commencer. Après, j'ai deux séries de squats, trois séries de presse, deux séries de leg extension, deux séries de fentes, une gare, et je finis par les mollets et j'ai un peu de leg curl. Voilà. Mais Ok. en gros, sur les quads, je suis à peu près autour de 10-12 séries vraiment effectives de travail direct. Le reste, c'est du travail indirect, on va dire. Voilà, sur les fentes, par exemple, c'est pas focus quad, c'est le jambes global. Mais j'ai vraiment trois gros exos, donc l'extension squat et presse qui sont très très focus sur les quads. Donc je fais du squat avec les talons surélevés, par exemple, pour vraiment être sur grosse section de genoux, un recrutement max sur les quads. Sur la presse, j'ai fait les pieds en bas du plateau, vraiment les talons dans le vide, pareil, pour être sur une flexion max au niveau des genoux. Et sur l'extension, voilà, j'ai trois séries avec des tempos
les techniques d'intensification. Donc globalement, voilà, j'ai 10 séries globalement sur mes quads, focus. Et le reste, après, c'est adducteur, mollet, un peu d'ischio pour faire un peu de rappel. Ouais, c'est ça. Mais voilà, et la structure est la même sur les autres séances, que je fasse pec ou enfin, push-pull. J'ai en gros deux très gros exos qui sont un peu plus demandeurs. Sur la séance pull, j'ai du rowing halter et du T-bar, qui sont les deux gros principaux exos en ce moment. Et sur ma séance push, j'ai du développé incliné et du développé militaire. Pareil, en premier. Donc, les deux gros exos, on va dire, un peu plus demandeurs. Et après, c'est l'isolation ou du travail polyarticulaire, mais plus tranquille, du lâche chest press, par exemple, ou choses comme ça, qui sont Ouais. un peu moins, voilà, globalement, au niveau du nerveux, c'est un peu moins demandeur. Et on a mis des techniques d'intensification dessus avec des tempos, etc. Donc, c'est beaucoup moins axé nerveux et vraiment plus contraction et recrutement localisé, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, le fait d'avoir deux séries aussi, je trouve que c'est pas forcément trop mal. Après, c'est toujours bien quand tu as l'habitude de t'entraîner, parce que les débutants, je trouve que c'est des fois un peu compliqué de mettre assez d'intensité sur deux séries. Mais je trouve que c'est bien parce que ça t'oblige à te dire que bah, tu as deux séries. Si tu te foires, en fait, ben, ça te fait déjà une série en moins, tu vois. Donc, ça te fait déjà plus que une. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est bien d'avoir. Ouais, C'est aussi comme ça, comme dit, fonctionne Jordan Peters et tout. Même des fois, il n'y en a qu'une seule, lui, tellement qu'il met l'intensité. Mais, ouais, mais le fait d'en avoir deux, je trouve justement, tu te dis, je viens à la salle, j'ai deux séries pour réussir, sinon, bah, ouais. tant pis pour moi, mais en fait, c'est ça qui est bien. Et puis, tu as les fameux gros exos, tu te dis que si tu devais foirer en gros toute ta séance, il faut juste que ces gros exos soient au moins réussis, parce qu'ils sont tellement demandeurs qu'en fait, ils font quasiment plus de la moitié du job de la séance, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un petit peu ça. Après, c'est vrai que c'est pas un format d'entraînement que je recommande ou que j'applique sur les débutants, par exemple. C'est ça. Euh, Parce que le push-pull leg, ça demande vraiment de se mettre directement dedans, quoi. Comme tu as dit, tu n'as que deux séries, voire trois, donc tu peux pas voilà, te dire j'en foire une et j'en ai encore quatre derrière. Euh, Ça marche pas comme ça. Donc, il faut vraiment être capable de se mettre dedans, dans le dur, directement dès la première. Donc, ça demande quand même un certain niveau d'entraînement et il faut aimer aussi s'entraîner avec une grosse intensité. C'est vrai que sur les débutants, c'est plus difficile parce que en général, ils sont pas encore assez expérimentés justement pour arriver à recruter directement dès la première aide de la première série et trouver vraiment quelque chose d'efficace en très peu de volume. Donc, sur un débutant, je recommande en général un peu plus de volume pour le temps au moins d'appréhender un peu ça et de commencer à pouvoir se connecter direct dès la première rep, quoi. Mais après, c'est vrai que c'est un format d'entraînement que j'aime bien pour les plus confirmés et que moi j'adore quand je m'entraîne. Parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de volume, c'est que tu vas te mettre dans le dur pendant deux séries, mais vraiment dans le dur, et après tu passes à la suite, quoi. C'est exactement ça. Et Ouais, c'est ça. psychologiquement, je trouve ça vraiment, comme tu as dit, c'est vraiment bien. Et c'est même un peu moins démotivant, je trouve. Par exemple, tu prends du squat, par exemple. Moi, sur la feuille, si j'ai 5 séries de squat à faire, Je finalement, ça va comprends. être l'enfer, tu vois. Ouais. Et inconsciemment, les gens, quand ils font ça, même s'ils veulent pas l'admettre, parce que des fois, j'ai eu cette conversation, les gens veulent pas l'admettre, ils vont s'économiser sur les trois premières ou sur les deux dernières. Mais en tout cas, il y a forcément des séries qui vont être faites, mais beaucoup moins intensément, parce qu'on se dit, putain, j'en ai 5 à faire. Si je me mets dans le dur à la première, laisse tomber, c'est derrière, c'est la mort, quoi. Alors qu'en vrai, c'est ce qu'il faut faire, parce que voilà, c'est des séries effectives à faire. Et tu as moins ce truc-là quand tu fais du push-pull leg, ou en tout cas, enfin, peu importe comment on l'appelle, mais du bas volume haute intensité, c'est que du coup, tu arrives sur ton truc, tu as deux séries à faire. Bon, vas-y, tu sais, quand deux séries, dès la première, tu te mets dans le dur, et tu n'en auras que deux à faire, après, c'est fini. Mm. Donc, tu peux te buter et rester en bas, c'est pas un problème. Tu as fait deux séries, c'est terminé, tu changes d'exercice. Donc, mentalement, il y a une approche qui est un peu différente. Ouais. Mais je trouve justement que, comme dit, ouais, ça motive parce que tu te dis, je sais pas si genre le jour d'avant ou même l'heure d'avant, tu penses à ta séance, tu vas te dire, euh, c'est les deux séries où je dois performer. Si tu en as quatre, tu vas te dire, bon, allez, je performe sur la première et les trois autres, ça va être, bon, allez, c'est ça en fait. C'est ça. Deux, Et c'est tu un te peu dis, ça, bon, ouais. allez, c'est comme si j'en avais à peu près qu'une, je m'envoie à fond sur les deux et puis, ouais. Carrément. Donc, tu fonctionnes aussi Carrément. c'est quoi, c'est un top 7 à back-off ou c'est vraiment deux séries top 7 limite en fait? Non, sur les gros mouvements, je fais un back-off et un top 7 Ouais, et un ok, c'est back-off. ça. Euh, sur les autres exos, bah, en fait, le top 7 back-off set, il se fait tout seul parce que si tu veux, la première série va forcément être la plus lourde, j'aurai plus de jus, même sur un Ouais, c'est ça. exercice comme du leg extension par exemple. Donc même si on l'appelle pas top 7 back-off set, ça reste quand même le même principe. La première série, si j'ai 12 reps à faire, c'est celle où je vais avoir le plus de gaz, je vais mettre plus lourd.
Normalement, si je me suis bien démonté, sur la deuxième, je vais faire un peu moins de reps ou je vais mettre un peu moins lourd pour matcher le nombre de reps. Donc, on va dire que ce format-là, je l'applique partout. Mais je suis plus attentif. Entre guillemets, je cherche plus la performance sur les gros exos et vraiment essayer de maximiser le top 7 surtout à chaque fois. Ok, ouais, c'est ça. Et après, voilà, top 7, back off 7, c'est... On a mis des noms sur des séries parce qu'il faut en mettre, les gens aiment bien, mais en vrai, c'est ce qui se passe à chaque fois. Si tu arrives à mettre plus lourd sur ta troisième série que sur la première, c'est qu'il y a un souci en termes d'intensité. Donc, voilà, le format top 7, il se fait normalement tout seul dès ta première série. Tu es censé être à ton poids le plus efficace et le plus lourd puisque tu as plus de jus. Donc, Parce que normalement, si, enfin après, comme dit, ça reste sur le papier, puis ça reste une. Normalement, le but d'un top 7 back offset, comme dit, le back offset, normalement, il doit être on dit entre 7,5 et 10% de moins que la charge que tu as utilisée pour ton top 7. Alors, après, ça reste un pourcentage, hein. Mais ouais, c'est de là qu'on appellerait du coup ça un back offset. Mais effectivement, si ton top 7, il a été dans tes 100%, si ce n'est même des fois plus, parce qu'il y a quand tu finis en tremblement, tu es même plus que des fois que 100%. Mais, ouais, euh, mais effectivement, ça fait un back-off automatique. Le poids, c'est impossible de le laisser. Ou alors il y a au moins, je sais pas exactement. moi, facilement 2-3 reps en moins, si ce n'est même plus, des fois, c'est sûr et certain. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Exactement. Donc, ouais, donc oui, c'est totalement ça. Le top 7 back off 7, on l'utilise surtout sur les gros mouvements parce qu'on met deux séries, mais en vrai, c'est quelque chose qui s'applique quasiment partout. Votre première série doit être la plus lourde et la plus efficace, puis vous avez plus de jus à ce moment-là, et automatiquement derrière, voilà. Donc, quand je vois des gens à la salle mettre plus lourd sur la troisième série que sur la première, je Ouais, mais sais qu'il y a eu un souci à la première, quoi. c'est le pyramidal, non? 15, 12, 10, 8. Ouais, voilà. Bon, après, si c'est ce format de travail-là, je dis rien parce que chacun sa méthode, mais en Bien général, sûr. c'est pas le cas. Ouais, ouais, c'est ça. Non, ouais, c'est vrai en plus. Mais En du coup, général, c'est pas totalement ça. t'as un nombre de reps, tu as une fourchette de reps comme à respecter ou alors c'est vraiment c'est quoi Non, j'ai ça? une fourchette de rep à respecter, ouais. Ouais, ouais, j'ai une fourchette de rep à respecter. En général, bof, la première, c'est une plus courte, hein. Je suis sur du 6-8, une rep à peu près, voire du 10 sur certains trucs. Et après du 12-15, voire du 15-20 même sur certaines séries. Je crois que j'ai une série de presse à 20-25 reps, je crois d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais, J'allais dire, ouais, parce que les quadriceps, ils répondent très très bien. Dès que tu dépasses les 15, je trouve que ça fait mal, mais sur le physique, ouais. ça réagit très très bien, les quadriceps, au-dessus de 15-20 répétitions. C'est dur, hein, à encaisser et tout, surtout sur de la presse. Mais par contre, derrière, le physique, c'est complètement différent, les quads. Ouais. Ouais, faut s'accrocher, ouais. Mais oui, oui, c'est vrai que après, ça dépend souvent indépendant de chacun, mais sur une manière générale, les gens réagissent bien à des assez hauts volumes au niveau des quads. Ça répond bien, ouais. Du coup, Donc, ça marche. c'est la question intéressante. T'es un carnet, du coup? Tu as le carnet Ouais, papier, alors, le fameux carnet papier avec le stylo? Ou c'est le ouais, téléphone? ouais, je l'ai, ouais. Ah, c'est Non, non, bien. je fais sur papier. Je suis pas très Voilà. technologie de ce côté-là. Non, j'aime bien avoir un carnet. J'en ai plein du coup, parce que du coup, je les garde au fur et à mesure. Ça me permet Ouais, d'avoir des archives. Mais ouais, ouais, je fonctionne avec le carnet, ouais. Je fonctionne avec le carnet. Des fois, j'oublie de noter sur les dernières séries, pas les gros exos, mais sur les petites, parce que des fois, je suis dedans et je suis explosé, j'oublie de les faire. Mais je traque à peu près tout, ouais. Déjà pour moi, parce que ça me permet de traquer un peu mes progrès dans le temps. J'ai des carnets qui datent d'il y a 2-3 ans, donc c'est cool, je permets de voir un peu ma progression sur plusieurs années. Et puis ça me permet surtout, moi j'aime bien dans ce fonctionnement-là, quand c'est bien utilisé, je trouve que c'est un bel outil parce que ça permet de savoir dans sa séance, quand on arrive, où ouais. est-ce qu'on va, quoi. C'est ça. Je sais que j'ai fait ça la semaine dernière. Voilà. L'objectif, c'est de faire plus, ou au moins de faire ça, et on ne cherche pas pendant 2 heures quel point on va utiliser pour bosser, etc. Exactement. Donc ça a beaucoup d'avantages. Après, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça un petit peu difficile à utiliser parce qu'en fait, ça dicte un peu leur humeur si tu veux, pendant la séance. C'est-à-dire, si jamais ils foirent et que tu n'arrives pas à faire l'objectif, ça les détruit pour la séance. Ouais, c'était nul, j'ai fait n'importe quoi, etc. Tu vois, donc, il faut, bon, après, en tant que coach, il faut dialoguer, mais c'est vrai que c'est pas l'objectif, quoi. Moi, ça me donne juste une ligne directrice pour ma séance. Je sais que j'étais sur cette barre la semaine d'avant, je remets la même barre. Je sais que j'aimerais bien faire plus que la semaine dernière en termes de reps, mais si je l'ai pas fait, c'est pas grave. Tant mieux, je performerai plus tard, mais en tout cas, ça me permet déjà de savoir à quelle charge de travail je vais être et de pas passer 2 heures à faire de l'échauffement, à chercher, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Je sais quoi, là, j'ai bossé la semaine dernière sur cette charge-là, je peux rebosser cette charge-là cette semaine. Après les reps, ben, j'essaie de faire mieux. Si je fais pas mieux, tant pis, je continue ma séance. C'est pas le problème. Mais il fait qu'il y a des gens qui sont très vite démotivés ou perturbés si jamais
ça ne matche pas. Ouais, Quoi. ça, c'est vrai. S'ils perdent une rep sur leur série par rapport à la semaine d'avant, de suite, la journée, c'est pourri, je fais une séance de merde. Hein. C'est l'enfer. Alors, pas du tout. Il y a plein de paramètres. Ils ont été fatigués, moins bien récupérés, moins bien dormis. Voilà, l'essentiel, c'est d'avoir fait son maximum. Et le carnet est juste là pour te dire, OK, tu es sur cette charge-là, bah, voilà, tu commences à cette charge-là et Ouais, c'est ça. tu bosses. Après, l'avantage du carnet, c'est aussi de pouvoir écrire. D'habitude, il y a les notes, tu sais, tu peux écrire par exemple fatigue ou alors une douleur et tout. Ça aussi, il faut prendre Ouais, en compte. Il faut aussi le marquer, comme ça, tu te dis, ah ben, j'ai fait une de moins, normal, j'avais une douleur. Et ce qui est bien aussi, c'est de je trouve, c'est en fait se filmer, que tu es un coach ou pas. En fait, c'est juste de se dire, peut-être que tu as une rep en moins parce que ton mouvement aussi, il est peut-être plus complet. Peut-être que la semaine d'avant, tu as exactement. peut-être les deux dernières reps qui descendaient moins bas. Donc, automatiquement, bah, c'est plus facile, entre guillemets. Donc, ça aussi, c'est pour ça. Exactement. Moi, dans mon carnet, bon, des fois, non, je l'ai pas là, mais des fois, c'est écrit, j'ai fait moins de reps, mais je marque meilleur contrôle ou meilleure technique, tu vois. Donc, je m'en fous. En fait, j'ai fait 3 reps de moins, mais elles étaient beaucoup plus belles que les 6 de la semaine d'avant. Donc, Ça. pour moi, c'est gagné, tu vois. J'ai fait moins de charges, mais j'ai fait plus propre. Donc, potentiellement, quand même, meilleur recrutement. Donc, voilà, meilleur bénéfice pour moi. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, il faut vraiment prendre tout en compte. Et souvent, les gens notent pas, ils notent juste sur charge. Ils disent, ah ouais, je pense que j'ai fait moins bien. Mais si tu as dormi 2 heures la nuit d'avant, alors que la semaine dernière, tu as fait une nuit normale, bah, forcément, sur tes perfs, il y a un impact. C'est normal. Il faut prendre le contexte. Mais ouais, le carnet, je trouve que c'est un outil qui est utile quand c'est bien utilisé et Moi, je trouve ouais, que c'est appris c'est un formidable outil, ouais, clairement. Ouais. Parce qu'au final, même sur les. C'est bien pour les gros exercices, mais c'est bien aussi pour les plus petits, tu vois. Parce que c'est tout con, mais ouais, la plupart des gens, ils vont faire leur extension triceps. Au niveau des reps, ils seront toujours pareils, tu vois. Et si tu vois que tu en as fait 13, bah, la semaine d'après, même sur des trucs tout bêtes, hein, même sur, comme dit, les triceps, tu vas en faire 14, tu vois. Et en fait, ça ouais, va c'est ça. automatiquement, bah, ça va être bien mieux, tu vois. Parce qu'il ne faut pas voir toujours que Exactement. les gros, même les plus petits, entre guillemets, sont bons à prendre en compte. Ouais. Ah ouais, moi, je traque absolument tous mes exos et toutes mes séries. Bon, des fois, ça, je dis sur les derniers exos parce que voilà, c'est pas ce sur lequel je focus mon attention en termes de performance, mais j'essaie de quand même, en général, je oublie rarement, mais je note tout et même sur les petits exos exactement parce que bah, c'est aussi des petits exos qu'on n'a pas envie de s'améliorer sur cet exercice-là. Et le carnet est là pour donner une petite division. Et moi, j'aime bien parce que quand je reprends mes carnets d'il y a un an ou deux, je me dis, ah ouais, bah ça, t'as bien progressé, tu vois, sur ça, par exemple. C'est C'était ça. bidon il y a un an et là maintenant, meilleure technique, meilleure charge. Donc, tu vois, ça permet d'avoir un petit peu de recul sur ce que tu fais et c'est toujours agréable de voir qu'on progresse de mois en mois, d'année en année sur ce qu'on fait. C'est ça, au final, c'est des petits investissements qui ne coûtent pas grand-chose parce qu'un carnet, c'est allez, une petite vingtaine d'euros, même pas. Et juste même Ouais, un trépied pour le téléphone, ça coûte une vingtaine d'euros. Un téléphone, dans ta séance, si tu n'as que ça, en fait, c'est juste bien. Ça te permet de suivre ton mouvement, ton évolution. Je trouve que ouais, c'est, voilà, pas plus. On va dire c'est 40 ça. balles, aller d'investir pour une séance et ça te dure des années normalement si tu fais gaffe avec le trépied. Après, le carnet, moins de temps, mais au final, ouais, je trouve que c'est bien pour Ouais, encore je te progresser. dis, moi mon carnet, c'est un cahier tout basique. Hein. J'ai pas acheté un carnet de ouf sur Internet. Donc, Ah voilà, c'est ça. J'allais te poser la question. Ouais. il a dû me coûter 2,50 €. C'est un cahier tout simple avec des petits carreaux. Et, voilà, juste, j'écris à gauche mes séries, mes reps, etc. Donc, même pas 40 balles. Hein. Franchement, même pour 20 €, vous avez déjà de quoi faire. De quoi faire. Ouais, 20 euros, c'est celui, c'est pas, je sais pas, celui genre sur Amazon avec les traits déjà tirés et tout, tu vois, pour les. Ça, Ouais, ouais, ouais. à la Vraiment le rigueur, ouais. notebook tout prêt. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oui, bah, ça, c'est le plus clair, entre guillemets. Mais voilà, pour les gens qui n'ont pas envie de mettre autant ou un bon budget, vous prenez un espèce de petit carnet. Là, enfin, je l'ai pas dans un petit carnet, Ouais, ouais. 2,50 € et tiens, Mais ou c'est même bien au parce que, comme tu téléphone. dis, c'est vraiment en fait toute ta journée, tu peux marquer ton poids, même à la rigueur, certains te proposent même aussi à quelle heure tu as commencé, à quelle heure tu as fini ton entraînement, le cardio que tu as fait, Ouais, etc. Je trouve que c'est pas mal. Il y en a certains qui sont vraiment très complets. Et même, ça te donne plus d'indications. Et même, entre guillemets, pour ton coach, plus tu lui envoies d'indications, plus c'est simple pour lui de te suivre et de facilement te faire exactement. bouger, en fait, physiquement. Donc, c'est ça qui est bien. Ouais. Exactement. Ouais, exactement. Se permettre de traquer un maximum de paramètres. Donc, Il toujours, y a toujours que des bénéfique. avantages, il y a que des avantages au carnet. Ouais. Ouais, si vous ne laissez pas dicter votre humeur, il n'y a que des avantages. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, au final, ouais, il faut même pas se prendre la tête avec. Après, le but, c'est de progresser, mais effectivement, si tu sais que tu as mal dormi, bon, bah voilà. Essayer quand même, mais après, Ouais, le noter quand même, ça, quoi. ou même si genre, t'as bien dormi, mais que ce jour-là, ça passe pas, ça passe pas. L'essentiel, c'est qu'il y ait une progression dans le temps sur 5 6 semaines. Ok, là, si t'as jamais progressé ou t'as fait que régresser, et là, il y a un souci dans ta récup, ta prog, etc. S'il y a juste une semaine où tu as fait 2 reps de moins, bon, bah voilà, ça arrive, c'est comme ça. Du moment que tu as fait ton 100% à ce moment-là, hop, tu passes à la suite et tu vois la semaine suivante. Si la semaine suivante, c'est encore réduit ou que tu n'es encore pas revenu à ce que tu faisais avant,
non, tu peux commencer à te poser des questions. Et voilà, et si je te dis sur 5-6 semaines, il y a pas de progression ou qu'il y a même une tendance à la régression, là, il faut en parler soit au coach ou alors faire un point sur ce qu'on fait et ajuster en fonction, etc. Mais ça reste un outil super. Il faut juste, entre guillemets, ouais, savoir l'utiliser. Au début, c'est un peu bizarre. On se dit, on note juste, mais après, au final, on comprend vraiment comment correctement l'utiliser. Ouais, c'est ça, c'est ça Ouais, ouais, exactement. Ouais. c'est clair. Ok. Carrément. Et du coup, la séance bras, c'est juste un focus parce que c'est quoi? Tu veux mettre plus en avant, c'est un point faible ou c'est juste pour la catégorie? Ouais, c'est un point faible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime pas du tout faire les bras. Donc pendant longtemps, ça n'a pas été mon délire de faire des séances bras. En tout cas, je faisais des exos, mais pas négligé, mais voilà, c'était pas mon focus principal. Donc, voilà, il y en a qui bâclent les mollets. Moi, je préférais bâcler les biceps. Donc là, dans la catégorie, effectivement, c'est un peu pénalisant si on n'a pas assez de bras. Donc là, pour moi, en saison cette année, on a mis un peu plus l'accent dessus. Donc, ce qui fait qu'on a intégré beaucoup plus de volume pour voir si j'ai réussi. Au début, on avait juste intégré plus d'exercices bras sur mes séances push et pull. Et ça avait pas bougé de manière incroyable. Donc, on a essayé de voir si en mettant une séance vraiment focus dessus, un peu plus de volume, ça payait ou pas. Et ça a payé, donc on l'a conservé, ce qui fait que j'ai une séance bras vraiment à part avec à peu près 6 ou 7 exos sur les biceps, 6 ou 7 sur les triceps, en plus de ce que je fais en fin de séance push et pull. Ouais, j'allais te demander, ok. Euh, T'en as quand même, ouais, t'en on as l'a quand quand même même sur conservé. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, donc ça te fait un gros volume sur enfin, ta semaine, ta rotation, entre guillemets, j'appelle ça on va dire une rotation. Tant que tu es Ouais, fini, bah, push, c'est ça. Ouais. exactement. Bah, en fait, si je calcule, on va dire que je suis monté au même volume que ce que je mets sur les groupes musculaires. C'est-à-dire que j'ai à peu près maintenant, du coup, entre 12 et 15 séries effectives sur la semaine sur les bras, biceps ou triceps, ce que j'avais pas avant au final. Avant, j'avais 4 séries sur les biceps, c'est 4 séries sur les triceps, grosso modo, on va dire. Là, Hmm. on est vraiment monté à entre 12 et 15 quasiment avec la séance bras en plus, ce qui fait que j'ai le même volume que sur mes quads, par exemple, ou sur mon dos, ou sur les biceps. Et c'est ce qui a l'air de fonctionner pour l'instant, en tout cas. C'est Donc ça. on conserve. Euh, et du coup, on l'a mise en fin de rotation. C'était quand même pas le focus principal. J'avais d'autres axes à travailler qui étaient plus importants pour mon physique. Mais voilà, on l'a quand même intégré. Et du coup, on l'a gardé depuis ma dernière compète. Donc, ça fait 5 mois maintenant que je fais ça. Bah, c'est ça, de toute façon, au final, pour rattraper un point faible, comme dit, il faut le mettre en avant. Donc, bah, si tu n'as pas forcément le temps de rajouter une séance bras, je sais pas, ton travail ou même tu es trop fatigué et tout, il faut se dire que dans ta séance, par exemple, push, il faut mettre moins en avant peut-être les pecs, par exemple, tu vois. Et du coup, plus de triceps ou commencer par les triceps. Et là, des fois, les gens, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ou quoi, mais ils ont beaucoup de mal, tu vois, avec ça. De se dire, ouais, mais du coup, j'ai moins de pecs. Mais si les pecs, c'est déjà ton avantage et ton point fort au final, tu vois. Ça peut que améliorer ton physique d'avoir des bras à la hauteur ou du moins qui se rapprochent le plus possible de tes pecs, tu vois. Parce Ouais. qu'avoir que des pecs mais pas forcément de bras, c'est pas non plus. Après, ça dépend de l'objectif de chacun, hein. Mais si l'objectif c'est de faire de Oui, la scène, effectivement, la personne va falloir qu'elle se dise, faut trouver un juste milieu, quoi. Et ça, c'est pas toujours. c'est ça. C'est pas toujours évident. Après, souvent, l'erreur que je vois le plus, compétiteur ou pas, c'est les gens veulent absolument faire plus de volume. Euh, Hmm. plus de volume, alors que c'est pas tout le temps la solution. Là, pour moi, sur ce point-là, ça a fonctionné, mais c'est pas toujours le cas. Dans les 80% des cas, il faut d'abord regarder l'exécution des exercices qui est faite, la sélection des exercices qui est faite, comme tu l'as dit, la priorisation par rapport à la séance. Et une fois que tout ça est calé et que tout ça, on a fait le tour de tout ça, qu'on sait que ça marche vraiment pas ou que ça suffit vraiment pas, là, on peut augmenter le volume. C'est Et ça. moi, avant de faire ça, par exemple, on a fait pendant 6 mois, avant ma dernière compète, j'avais juste du push et du pull avec des exos bras. On a vu que ça suffisait pas, donc là, on a augmenté le volume parce qu'on a standardisé pendant assez longtemps pour se rendre compte que ça n'était pas suffisant. Ouais, c'est ça. Mais il y a plein de gens, voilà, ils veulent faire des rappels dans tous les sens parce qu'ils n'ont pas assez de ci, pas assez de ça, alors que déjà, rien que de base, ils font pas le truc correctement. Donc, si tu fais mal l'exécution de base et que tu fais plus souvent, bah, faire plus souvent un truc qui est pas bon, ça servira pas à grand chose. C'est Donc ça. déjà revoir ça. Et après, comme tu l'as dit, il faut savoir prioriser. Ça, c'est plus difficile des fois parce que les gens veulent. Alors, quand c'est pas des compétiteurs, encore plus parce qu'ils veulent les muscles visibles. Donc, ils veulent avoir des gros pecs à la plage, ils veulent avoir des grosses épaules. Bon, ils veulent avoir des gros bras souvent, donc ça va. Mais par contre, du coup, les jambes, c'est squeezé ou le dos est un peu négligé. Mais forcément, si on veut arriver sur un physique équilibré, il faut prioriser. Et ben, des fois, voilà, il faut peut-être mettre les jambes en début de semaine, comme ça on est sûr de les faire. Si on veut attraper un peu ses jambes, plutôt que de les mettre le vendredi avec potentiellement une excuse pour les skipper parce qu'il y avait
une soirée ou je sais pas quoi. Et pareil sur les triceps, là, comme tu l'as dit, quelqu'un qui veut mettre vraiment l'accent dessus, ben, le mettre en début de séance push, un exo de dips ou de prise serrée au coucher avant de faire les pecs, ben, voilà, tu vas mettre ton maximum d'énergie sur ça. Potentiellement, ça va être intéressant. Et ça t'empêche pas de bosser les pecs derrière, mais au moment où tu auras été le plus frais dans ta séance, tu auras fait le triceps. C'est ça. Donc là, c'est plutôt stratégique, quoi. Mais là, du coup, ouais, c'est deux choses intéressantes. C'est déjà le fait que, comme dit, et c'est à prendre en compte, c'est que vous avez testé 6 mois avant de le changer. Et les gens, souvent, ils attendent plutôt 6 semaines, tu vois, ou alors, Ouais, peut-être pas 6 jours, mais on va dire, tu vois, c'est trop court, en fait. C'est juste pour dire que ouais, ils veulent du résultat rapide ou des changements hyper rapides, alors que ça prend énormément de temps. Ouais, j'ai grossi, je dis 6 mois, mais on a fait au moins 4 mois, c'est sûr, sur le programme précédent, quasiment toute ma prep, et même moi hors saison d'avant, donc ouais, facile 4-5 mois. Euh, Ça fonctionnait, mais on s'est dit que ça ne fonctionnerait pas mieux en faisant plus. Donc on a testé plus à préparer pendant. J'ai fini en novembre ma compète, donc on a attaqué direct. On a testé sur décembre, janvier. On a vu que ça marchait, donc on a maintenu ce système-là. Si ça n'avait pas marché, on serait revenu au volume précédent. On n'aurait pas alloué plus d'énergie à une séance bras qui visiblement servait à rien. Mais c'est sûr que si on fait un changement et qu'on attend 2-3 semaines et qu'on se dit ouais c'est bidon, ça marche pas, il y a très peu de chances que ça fonctionne. c'est ça. Très peu de chances que ça fonctionne. La première semaine peut-être parce que vous allez avoir un nouveau programme, donc un nouvel élan, voilà, une séance bras, vas-y, on va faire une séance bras. On se déchire, en première semaine on est content, et puis au final on s'aperçoit au bout de 2-3 semaines ça n'a pas changé grand-chose. Mais ça prend énormément de temps pour prendre ne serait-ce que 0,5 cm de tour de bras. Donc c'est sûr qu'en 3 semaines, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est pareil sur tous les groupes musculaires. C'est parce que vous faites les jambes pendant 4 semaines, si vous avez négligé pendant 10 ans, que de ce coup vous allez avoir C'est ça. les jambes à tom plate, quoi. Donc Ouais, c'est il ça. faut du temps, il faut avoir la patience et surtout avoir la lucidité de se dire il faut tester quelque chose pendant assez longtemps pour voir si ça fonctionne ou pas. Et si ça ne fonctionne pas, là, on fait des adaptations en fonction. Mais il faut quand même le faire pendant quelques mois pour au moins voir s'il y a quelque chose qui se passe ou pas. C'est exactement ça. Et le deuxième truc, du coup, ouais, c'était ça, c'était mettre en priorité ce qui est un point faible. Si les jambes, c'est un point faible, bah ouais, le mettre en début de semaine. Après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que les rotations, tu vois, c'est un peu dans ce style-là. C'est par exemple 2 jours d'entraînement, un jour off. Enfin, si les gens peuvent aussi le faire, hein. 2 jours Bien d'entraînement, sûr. un jour off, selon ce que c'est et comment l'entraînement est dur. Du coup, ça fait qu'en fait, ils n'ont jamais vraiment le même jour. Par exemple, il y a un coup, le Ouais. lundi, ils vont commencer par les pecs. Mais par exemple, la semaine d'après, c'est un repos. Et la semaine d'après encore, c'est par exemple les jambes. Et ça permet aussi d'avoir quelque chose de euh, toujours différent parce que souvent on a la patate le lundi, donc on va faire les pecs, donc on est chaud sur les pecs. Fin de semaine, les jambes, on a moins l'envie et surtout, bah, comme dit, on le skip. Et du coup, ça fait que selon les semaines, bah, il y a des semaines où les jambes, quand c'est début de semaine, bah, plein d'énergie sur les jambes, mais peut-être un peu moins sur les pecs. Et après, du coup, ça permet d'équilibrer, entre guillemets, sur plusieurs mois le travail qui est mis dessus, la motivation et puis la fatigue accumulée en fin de semaine, quoi. Ça, je trouve que c'est pas mal aussi. Ouais. Ouais, ça, faut être stratégique dans la programmation. Bon, c'est vrai que quand je fais des progs, je réfléchis même pas en termes de semaines, je design la prog en fonction de ce que je veux mettre en priorité. C'est ça. Là, si je prends la mienne actuellement, par exemple, ma première séance de la prog, c'est les quads. Le jour d'avant, je suis en repos et le jour d'après, je suis en repos. Mhm. On a vraiment maximisé sur, genre, j'arrive à la séance quad, je suis plein d'énergie, je me suis reposé, je peux tout casser. Et le lendemain, je fais rien et je laisse mes jambes se reposer au maximum et on optimise par récup sur mes quads. C'est ça. C'était l'axe principal qu'on voulait mettre en avant cette année, ou en tout cas, un des axes principaux. Ma séance d'après, c'est ma séance pool. Pareil, c'était mon dos un axe principal. Donc, c'est le lendemain d'un jour de repos. Donc, pareil, je suis plein gaz, je peux m'entraîner avec de l'énergie. Et c'est vraiment ça qu'il faut chercher à faire au-delà des jours de la semaine. Si on a la possibilité de s'entraîner indépendamment des jours de la semaine, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas parce qu'ils ont des contraintes au week-end, etc. C'est autre chose. Mais si on peut vraiment le faire, il faut faire sa pro vraiment en optimisant au maximum et en priorisant au maximum les choses. C'est le meilleur moyen de progresser long terme et d'améliorer ce qu'on veut améliorer. Et surtout aussi, le dernier point que j'ai remarqué aussi et qui peut être intéressant, c'est que malgré ton niveau, tu as pas mal de jours de repos. Et ça, les gens, ils ont souvent tendance à le négliger parce que tu as quasiment Ouais, autant de jours de repos que de jours d'entraînement. Quasiment, on va dire, entre quasiment tous les 2 jours, en fait, un jour de repos, à peu près. ouais, Les quasiment. gens, Bah, ils ont. sur ma rotation, j'ai 3 jours de repos, voire 4, si on commence à Ouais, tourner c'est ça, longtemps. exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Et ça, les gens, Ouais, ils ont c'est ça. souvent tendance à l'oublier parce que trop en faire, c'est pas forcément bon. Déjà pour la récupération, pour le physique, le mental, pour le sommeil aussi. Enfin, il faut tout prendre en compte, effectivement. Ouais. Exactement, mais c'est le point que je disais tout à l'heure. Les gens ont tout de suite le réflexe de se dire je vais en faire plus
pour progresser plus. Et c'est quasiment jamais le cas. Souvent, le trou est limite du bien. Et on ne se rend pas compte à quel point la récupération est ultra importante. Mais c'est vrai que c'est un réflexe que je retrouve très, très souvent dans mon travail, donc quand je discute avec les gens. J'ai encore un de mes clients qui me l'a fait hier, parce il part 3 jours en vacances, il ne pourra pas s'entraîner. Et son réflexe, c'est de se dire, la semaine d'avant, je vais faire plus, et la semaine d'après, je vais faire plus pour compenser les 3 jours au milieu. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne sert à rien du tout de faire ça. Va t'entraîner dur avant, va t'entraîner dur après, et tu as 3 jours off, tant pis. Mais c'est pas parce que tu vas faire plus d'un coup et plus après que c'est magique. Et même au risque du coup d'être hyper fatigué, pendant 3 jours de vacances, tu vas être éclaté. Mm. Il n'y a pas d'avantage à le faire. Et comme tu l'as dit, le repos est hyper important. Et si vous vous entraînez 7 jours sur 7, vous allez dire pendant quelques semaines, à un moment donné, ça va être l'enfer. Vous allez jamais récupérer correctement et pas progresser. Ou alors tu as la vie qui va autour, quoi. Tu as le masseur pour faire passer les courbatures. Enfin, je veux dire, c'est vraiment alors. Voilà, C'est ça. Mais ouais, 7 exactement. sur 7. Et même les body pro Mm. à haut niveau, il y a très peu qui s'entraînent 7 jours sur 7. Pourtant, ils font que ça de leur journée. C'est ça. Donc, non, il faut des jours où on laisse le corps tranquille, le système nerveux récupéré, le corps en a besoin. Mais c'est vrai que les gens ont souvent ce réflexe de il faut faire plus pour C'est ça. progresser plus. Et à moyen. Ouais. C'est revenu? Ouais, attends. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais, bah, c'est ça, ouais. Comme tu l'as dit, ouais, effectivement, c'est que même tu t'entraînes tellement dur dans tes séances que si tu n'avais pas de repos, de toute façon, tu ferais rien à la séance d'après, limite. Donc, le repos, il Ouais, c'est est, ça. il est plus bénéfique qu'autre chose au final, c'est ça. Ouais. Carrément. Et puis avec le temps et la pratique, j'ai appris à apprécier encore plus mes jours de repos. Je pense qu'il y a quelques années, j'étais comme tout le monde, j'adore m'entraîner, donc j'aurais pu être tous les jours à la salle sans problème, même si je le faisais pas parce que je savais que c'était bénéfique de me reposer. Là, aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas envie d'aller à la salle tous les jours, quoi. Quand C'est j'y clair. vais, je suis ultra chaud, je me Mm. défonce, mais quand c'est les jours de repos, je suis hyper content d'être en repos, quoi. C'est Voilà, ça. Ouais, je tu me fais fais, du tu bien, fais, tu fais tes pas, ta bouffe et basta, et tout voilà, roule. je fais ma life à côté et je me repose et je sais que le lendemain, je retourne à la salle et je suis content d'y retourner. Mais j'ai vraiment appris à aimer les jours où je me repose et où je m'entraîne pas, en tout cas. Justement, parce Ça, que je pense, même, avec le temps et pardon, ouais. Ouais, mais c'est ça, justement, les jours de repos, je trouve aussi, des fois, on est même plus en forme et on avance même plus vite, en fait, sur les projets, le business et tout, que les jours où on s'entraîne. ouais, Ouais, c'est ça, c'est ça qui est bien aussi. Ouais. exactement. On a d'autres choses à faire à côté, on consacre du temps à sa famille, à ses amis, à ses projets, à ses business. Voilà, j'ai assez de travail pour pas m'ennuyer les jours où je ne m'entraîne pas et j'apprécie de pas aller m'entraîner parce que je sais que voilà, je me repose, je suis bien et le lendemain, quand j'y retourne, comme tu as dit, bah, je suis en forme. Alors, si j'avais été entraîné 2, 3, 4 jours de suite, bah, forcément, un jour où j'aurais été crevé, pas en forme, j'aurais moins kiffé ma séance, sûrement moins performé aussi. Ça m'aurait gonflé de faire une séance bidon. Enfin, voilà, et il n'y a rien C'est de ça. positif à en tirer. Donc, alors que là, voilà, je me repose. Le max que je fais, c'est 3 jours à la suite quand j'ai pas le choix. Mais sinon, je suis sur un format de 2 jours, un jour. Et c'est exactement ce qui me convient le mieux. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah écoute, je crois qu'on a une bonne partie, c'est super intéressant là. Sur Bah, l'entraînement, je écoute, pense avec qu'on plaisir. a une grosse partie. Ouais. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Moi, je pense que j'aurais tout dit. Bon, non, entraînement, je peux en parler pendant des heures, mais je pense qu'on a fait le tour à peu près Ouais, des pareil, grandes, on des a, grandes on lignes, a, en on tout a cas. parlé de la diète aussi. Au final, ouais, ce que tu manges, ça, après, peu importe. Mais je veux dire, au niveau des calories et tout, Ouais, ça, hyper c'est basique. bien. La répartition et tout, parfait. Ouais, Ouais, bah écoute, hyper on basique, la passe. diète. T'as dit quoi? La diète, c'est hyper basique. Ouais, ouais, c'est Franchement, ça. rien de fou. Mais du coup, on passe à la partie business, du coup, partie 2. Ouais, partie 2. Euh, Bah ouais, comme dit, j'avais juste noté du coup, les deux sponsors. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Du coup, c'était quoi? LabZ Nutrition et Body Trainers. Je le prononce bien? Ouais, Ouais, je crois que c'est bon. ouais, c'est Euh, bon. Au niveau du. C'est le même créateur, on est d'accord, hein. Anthony Ouais, c'est même. Roussel, hein. C'est même pas Ouais, trop. c'est ouais. Et du coup, Exactement. comment ça marche du coup le sponsor au niveau je sais pas, des rémunérations, ce que ça te rapporte euh, quand les gens utilisent le Ouais, code ou ouais, voilà. ouais, bien sûr. Alors, c'est le même. Ouais, enfin, pas tout à fait. Alors, de base, c'est le même fonctionnement sur les deux, c'est-à-dire que j'ai un code promo pour les deux marques que les gens utilisent pendant leur commande, donc ils ont 10% de réduction sur leurs achats, tout simple, comme tous les codes influenceurs, on va dire. Ouais, Et après, à partir de là, moi, je touche en bon d'achat 10% de mes ventes tous les mois.
Donc, que ce soit sur Labs ou BTZ. Et en plus de ça, chez Labs, j'ai une partie rémunération financière. Ok, ouais. Ouais. Voilà, j'ai deux axes. À hauteur de tes ventes, c'est ça? C'est un À hauteur palier, de je mes crois. ventes aussi, ouais. Mhm. Ouais, ça, exactement. Quand je vends rien, je gagne rien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, les C'est mois où vraiment les gens du achètent, plus. ouais, ouais. Donc, t'as une obligation de pub à faire, de publication, ou t'es libre sur ça? Non, sur ça, ils sont vraiment libres. On ne nous impose rien. Et ce qui fait qu'en fait, je le fais de moi-même. Vu qu'on ne C'est ça qui m'impose est bien. pas et que j'ai Mhm. pas d'obligation à me dire ah, faut que tu postes, faut que tu postes, faut que tu postes. Voilà, on le fait de nous-mêmes. Alors, sur la partie BTZ, il y a un peu moins de com parce que ils sortent des collections de manière un peu plus éparse. Donc, c'est moins fréquent. Là, c'est en permanence qu'il y a des choses dessus. Donc je communique de manière pas quotidienne, mais au moins, c'est sûr, toutes les semaines, j'en parle, ça, c'est certain. Et ça me permet de mettre en avant la marque, de mettre en avant les compléments que moi j'utilise ou que je recommande aux gens qui me suivent ou à mes clients. Et, euh, et voilà. Mais sur le contrat, non, j'ai pas d'obligation. Justement, on va parler des compléments. Du coup, si tu devais faire un top 3, enfin, peut-être pas forcément un top 3 parce que c'est pas forcément noté, mais trois compléments que tu recommanderais aux gens qui écoutent le podcast s'ils devaient acheter sur la nutrition. Sur la nutrition. Ouais, sur la... euh, top 3, magnésium, bisglycinate de préférence, qui est une des formes les plus assimilables, vitamine D et collagène. Ouais, collagène. Très bien. Ouais. Pour la majorité des gens qui nous écoutent et qui font du sport, en tout cas, collagène. Après, le reste, c'est soumis à besoin en fonction des prix du sang, en fonction de carences éventuelles, etc. Mais ouais, si demain je dois arrêter et prendre que 3 compléments toute ma vie, je prendrai ces 3-là. Ouais, ouais, et effectivement, tu n'as même pas forcément cité de whey et tout. Je crois que tu es si je dis pas de bêtises, je crois que tu es le premier à pas avoir cité de. Parce que j'aurais été Ouais, pareil, hein. Moi, je trouve que les compléments, on va dire, moi, le top 3 en gros, pour moi, c'est vraiment les, les indispensables. C'est-à-dire que tu peux pas ouais, oui, c'est ça. tu les retrouves vraiment nulle part ailleurs. Et effectivement, collagène, je l'aurais mis aussi. Et la whey, au final, bon, si tu as beaucoup de protéines à manger, ça peut aider, mais ça n'a pas forcément beaucoup. Au final, la viande, ça suffit largement. Et ouais, je trouve que c'est une bonne chose, ouais, ce genre de Ouais, mais complément. ça, c'est qu'en fait, tu l'as dit, en fait, c'est ce que moi j'estime indispensable. Mm. Vitamine D, on est quasiment tous carencés en vitamine D, en magnésium aussi. À moins de vivre au soleil et de passer sa journée dehors, auquel cas ça passe, mais c'est pas le cas. donc, donc, Déménager à vitamine D Dubaï, indispensable. Voilà, exactement. Et encore, même là-bas, les gens bossent dans des bureaux, donc au final, c'est ça. ils sont pas au soleil C'est toute la ça. journée. Et magnésium, pareil, on est quasiment tous carencés. On en retrouve de moins en moins dans les aliments. Il est absolument exclu des aliments transformés. Dans les aliments moins transformés, il y en a de moins en moins parce que les sols sont plus pauvres, etc. Pour tout un tas de raisons. Et c'est des compléments qui interviennent dans énormément de facteurs physiologiques, que ce soit du point de vue création d'enzymes, métabolisme, etc. Et ils ont un rôle quasi essentiel, voire central. Donc pour moi, c'est indispensable. De la whey, je peux vivre sans whey. Euh, Par contre, à terme, sans magnésium et sans vitamine D, je suis quasi sûr que je vais être Mm. carencé à un moment donné. Hop là, ouais, c'est clair. Ouais. Donc c'est pour ça. Mon top 3, ce serait celui-là, et le reste, c'est sur la partie nutrition sportive, whey et tout ça, pour moi, c'est du bonus. On peut s'en passer. Ça optimise des choses, mais on peut s'en passer. Et après, sur la partie micronutrition, ça dépend des besoins de chacun et voilà, des carences, etc. Non. Ouais, c'est vrai, au final je dis à chaque fois top 3 mais du coup, je sais pas si c'est par exemple une question de goût, tu vois, les gens ils se disent le meilleur goût, mais au final, il faudrait pas que je dise top 3 c'est plutôt tes 3 indispensables. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais. Ouais, Comme tu dis, ouais. ouais, si tu veux orienter la question, là, je pensais. Après, bon, top 3 normalement, c'est comprendre, mais ouais, Ouais, c'est ça. si tu veux amener les gens sur ça, tu vois, leurs 3 essentiels, quoi, les trois. Ouais. Si demain, ils doivent en prendre que 3, lesquels ils prennent. C'est ça, ouais, c'est Euh, exactement. Ouais. Moi, ce sera ces 3-là, en tout cas, c'est sûr. Le reste, c'est du complément, voilà, complément accessoire, quoi. Ok. Et au niveau du coup de Ouais, la marque de vêtements, bon, tu l'as dit, les collections ne sortent pas tout le temps, mais si, je sais pas, tu as des items à recommander, trucs que tu aimes bien ou que tu trouves stylés, je sais pas si. Parce qu'après, du coup, alors là, ils les ressortent une nouvelle collection ou ils ressortent ce qu'ils ont déjà sorti. Je sais pas trop là, du coup, j'ai pas. sur le site, il y a déjà les anciennes collections qui sont en ligne. Vous Ok. pouvez acheter. Ils ont des jogs qui sont pas mal. Une coupe un peu serrée, mais la qualité est super. Et ils ont sorti un sweat à l'automne, là, un sweat un peu jaune beige qui est super confortable.
Si je devais en recommander, ce serait ça. Et après, il y a de nouvelles collections qui arrivent là avant l'été, je crois. Il y a des shorts pour les hommes. Et après, il y a énormément de leggings pour les filles. Donc, si vous êtes une fille, si vous voulez acheter des leggings, il y en a plein, beaucoup de leggings. Ok. Ouais, c'est rare. D'habitude, c'est plus des shorts ou des jogs que des leggings. C'est rare qu'il y ait plus de leggings. C'est pas mal. Non, là, ils ont pas mal de leggings pour les filles. En tout cas, ils ont deux, trois modèles phares qui sont déclinés en plein de couleurs différentes. Donc, il y a quand même pas mal de choix. Et sur les mecs, ils ont un peu moins de collection dernièrement, mais là, à l'automne, ils ont sorti deux, trois trucs et normalement, ils ressortent des choses, là, si je ne me trompe pas, avant l'été. Ok. Ouais, bah, du coup, maintenant, je me suis noté des trucs, mais je sais pas si tu veux parler un peu du coaching, parce que du coup, c'est ton activité principale, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est une activité à temps plein, ouais. Bah, comme tu veux, sinon je peux répondre à d'autres questions et on enchaînera derrière sur. Ouais, non, bah, du coup, après, c'était que des. C'était limite, en fait, si tu avais autre chose à dire, je sais que j'avais noté le podcast, enfin, le podcast, le coaching, on en avait parlé, mais après, tu as aussi ton podcast. En fait, il y a pas mal de choses. Mais du coup, comme tu Plein veux, d'autres choses, ouais. on commence par. Ouais. Bah, on peut parler du podcast. Bon, le coaching, je sais pas si il y aura beaucoup, on en parlera un petit peu. Le podcast, ouais, c'est un podcast qu'on a lancé du coup avec Vincent Vicky, donc qui est à la fois mon coach et mon ami, qu'on a lancé cette année, donc en janvier. C'est un podcast orienté vraiment bodybuilding, musculation. Euh, mais c'est un podcast dans lequel on voulait répondre à des questions qu'on a régulièrement. Voilà, on a des sujets qu'on retrouve nous dans notre quotidien en tant que coach, des questions qu'on nous pose quotidiennement sur les réseaux. Et aussi parler un peu de notre vision du bodybuilding, de l'entraînement, de la nutrition, du lifestyle mental, etc. Voilà, partager vraiment notre culture, on va appeler ça comme ça, parce qu'on aime bien ce mot-là. On est tous les deux très passionnés par ce qu'on fait et on avait du mal à retrouver, en France en tout cas, la même mentalité, le même voilà, mindset qu'on retrouve un peu chez Train by JP, etc., comme tu as cité tout à l'heure, ou d'autres athlètes un peu plus anglais. C'est vrai que du coup, ne le retrouvant pas, on s'est dit pourquoi pas essayer nous-mêmes de le partager. Carrément. C'était le meilleur moyen. C'était le meilleur moyen de faire nous-mêmes. Et du coup, on a lancé le podcast. Voilà, on en a parlé fin d'année dernière. On s'est mis en place et on l'a lancé en janvier. Donc, on en est au 11e épisode. On sort un épisode par semaine. Et voilà, donc on aborde tous les sujets, nutrition, entraînement, voilà, mindset, bodybuilding, compétition, voilà, pour les gens débutants même. Voilà, ça couvre un peu tous les sujets. À chaque fois, on dédie un podcast à un sujet. Après, bien sûr, pendant la conversation, on Ouais, bien digresse un sûr. petit peu sur plein de choses, mais voilà, on essaie d'axer au moins dès le début sur un sujet principal. Et puis après, voilà, c'est en mode chill, on discute, voilà, on est tous les deux dans le canapé, on papote. Ah, ce qu'il y a de mieux, ouais. Et les conversations qu'on a, nous, en temps normal, quand on se voit, sauf que là, on a mis une caméra et un micro et qu'on recorde. Mais voilà, Ok. c'est Ouais, l'échange. les podcasts, je trouve que c'est toujours une bonne chose. Ça s'écoute bien, en vidéo ou pas, si les gens ils ont le temps de. Ça met un truc en plus, la vidéo, mais après, même le podcast, rien qu'en audio. De toute façon, Ouais, ouais, je mettrai les liens en description. C'est quoi sur Spotify? C'est partout, non? Vous l'avez partout, Spotify et tout? ouais, on l'a partout. Ouais. Spotify, YouTube, Apple Podcast, Ouais, bah, tous les canaux. je mettrai les liens. Ouais, pas de souci. Ouais, c'est plaisir. Merci. Et ouais, je sais pas si tu avais Et autre chose à rajouter, des business cachés ou des trucs. Je sais pas si tu avais. des business cachés, non, des business cachés, on n'est pas, enfin, on n'est pas. Je suis un peu crypto, mais je ne suis pas spécialisé, donc ce serait difficile Mhm. de te tenir à un sujet sur ça. Ouais, Je fais j'imagine. quelques placements sur placements crypto et Forex, mais voilà, je suis en apprentissage sur cette partie-là quand j'ai le temps. Mais voilà, ça reste des placements qui peuvent être intéressants. Donc, je vous invite en tout cas, si vous écoutez le podcast, à vous intéresser à ces sources de placements qui sont, je pense, pas l'avenir, mais pas loin en tout cas des placements financiers. Il y a sûrement de très belles niches à faire. Donc voilà, sur les business cachés, j'ai que ça. Le reste, c'est mon business de coaching, justement. Et voilà, c'est la partie principale de mon activité, c'est ça. Je suis coach à temps plein, donc mes journées sont consacrées à globalement ça, du coaching, de la création de contenu, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus que coach, on est aussi créateur de contenu, on n'a pas le choix. Donc voilà, des podcasts, d'Instagram, des vlogs. Je fais quelques vlogs, là j'en ai pas fait depuis longtemps, mais l'année dernière, j'avais vlogué toute ma prépa sur YouTube, etc. Donc voilà, coach, la vie de coach, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, la vie de créateur de contenu, je trouve que c'est une vie même très intéressante. Il y a toujours des choses à dire. C'est pour ça que
que j'invite un maximum de monde qui ont des choses à dire. Et du coup, bah, là, je ne me suis pas trompé. Top. Ouais. C'est-à-dire que c'est une phase que les gens ne voient pas, je pense. Ça, on peut en parler sur la partie coaching. Les gens ne se rendent pas compte qu'on n'est pas que coach. Mm. Et qu'en fait, il y a une grosse partie de notre temps qui est consacrée à ça aujourd'hui. Parce que bah, l'évolution de la société et du business fait qu'aujourd'hui, digital, c'est notre principale source de visibilité et indirectement de business. Donc les gens ne s'imaginent pas le temps qu'on passe C'est ça. entre le coaching, se former constamment sur notre travail et créer du contenu. C'est les trois axes, on va dire, de mes journées en tout cas et de quasiment tous mes confrères coachs que je connais. Parce que la création de contenu, c'est ce qui nous permet de mettre notre travail en avant, de gagner en visibilité, voilà, d'attirer potentiellement de nouveaux clients, etc. Et ça prend énormément de temps de faire des vidéos, de faire des vlogs, de faire des posts, Carrément. d'animer un petit peu la partie réseaux sociaux, les podcasts aussi. Tu vois, par exemple, on discute pendant je sais pas, quelques Ouais, heures. justement, ça fait un petit moment qu'on discute carrément. Ouais, ça va vite au final. Il faut allouer C'est du temps à exactement ça. ça. C'est pour ça que. Ouais. C'est exactement ça. Le podcast que j'anime avec Vincent, par exemple, bah, une semaine par mois, je monte chez lui, on passe quelques jours à enregistrer, etc. C'est du temps alloué à tout ça et qui fait partie de notre travail de coach Bien sûr. aujourd'hui, même si c'est pas la partie coaching comme on entend, mais ouais, c'est partie du boulot. C'est ça. Bah ouais, du coup, bah ouais, je pense que même, comme dit sur le coaching, du coup, tu coaches tout niveau, débutant, intermédiaire, naturel ou pas, enfin, peu importe Je coach tout niveau, alors de moins en moins de débutants, parce que du coup, ben, mon travail intéresse de plus en plus de gens non débutants et du coup, j'ai beaucoup moins de temps à consacrer aux débutants. J'en ai Mhm. quand même une poignée. Mais j'ai vraiment à cœur avec les débutants de leur apporter le max de connaissances et de compétences sur l'entraînement, etc. Donc ça me demande beaucoup de temps. Et du coup, je peux pas le faire si j'ai que des débutants, bien évidemment. Et ce serait pas juste pour eux parce que bah, ils ont besoin d'apprendre. C'est à ce moment-là justement qu'on fait les premières erreurs et qu'on a besoin d'en éviter un maximum. Donc, des débutants, j'en ai de moins en moins, donc, ce qui est bon pour moi, entre guillemets, en termes de travail. Mais après, sinon, je coach tout type de profil, que ce soit des athlètes en compétition ou des gens qui veulent juste faire de la perte de poids, du rééquilibrage alimentaire, etc. La seule partie que je ne gère pas, c'est tout ce qui est pathologie et troubles du comportement alimentaire, Ok. très peu. Ouais, ça, c'est plus Ouais. compliqué. Ouais, Ouais, pathologie parce que j'ai pas les compétences pour m'occuper de gens qui sont atteints de maladies qui nécessitent un encadrement très particulier d'un point de vue nutritionnel. Et TCA, j'en ai quelques-uns, mais pareil, ça demande énormément de présence, énormément de temps, d'écoute, parce que c'est des gens qui ont souvent besoin de plus de proximité. Et pareil, je ne peux pas me permettre d'en prendre énormément, sinon je vais perdre en qualité de travail avec ce que j'ai. c'est ça. Et c'est pas bénéfique pour eux parce qu'ils vont se retrouver tout seuls avec leurs soucis. Non, mais Donc, ouais, c'est bien de pouvoir voilà, dire que bah, il y a des gens qui sont plus formés pour ça et bah, les envoyer chez ces gens-là, c'est exactement. aussi les aider, hein, c'est clair et net. Ouais. Exactement. Je suis arrivé à un stade où j'ai pas besoin de. Enfin, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'argent. Mais je peux me permettre d'envoyer ces gens-là vraiment Ouais. vers les gens compétents et de pas me dire je les prends parce que je prends de l'argent. Leur prendre leur argent, mais ne rien leur apporter et ne pas les aider, ça va rien m'apporter à part de l'argent et j'en veux pas de cette façon-là. Donc, je préfère refuser un client à lui dire bah, écoute, va plutôt vers ce coach-là ou ce spécialiste-là parce que lui va vraiment t'aider, plutôt que de le prendre et de rien pouvoir faire parce que je sais pas faire ou que j'ai pas assez de temps matériellement pour être présent au point où il le faudrait. Quelqu'un qui a des TCA, il a besoin de quelqu'un à qui il peut parler quasiment tous les jours. Si j'en ai 30 à gérer en TCA, je ne peux pas parler à 30 personnes. J'ai aussi les autres à côté. Et c'est forcément, je vais en négliger quelques-uns et ils vont se retrouver tout seuls face à leurs troubles sans C'est savoir ça. vraiment quoi faire. Quelqu'un qui a une pathologie physio ou quelque chose comme ça, pareil, si je maîtrise, je fais. Si je ne maîtrise pas, je ne vais pas avoir le temps de me former à son cas lui en particulier, donc il va aussi perdre du temps, alors que je peux très bien l'envoyer vers quelqu'un qui sait très bien faire. J'ai des confrères coachs qui sont excellents en physiologie interne et en pathologie. Et je les envoie vers eux et voilà. Et au moins, je sais qu'ils sont entre de bonnes mains, ils ne perdent pas leur temps, pas leur argent, et moi, je ne peux pas faire ça sans prendre de risques avec leur santé. Donc. Ouais, mais je pense que c'est totalement normal et intelligent de faire comme ça, c'est clair et net. Ouais. Ouais. Ouais, je pense que ça devrait être en tout cas, je pense que ça devrait être la norme. Voilà, il faut savoir admettre quand on a dépassé son seuil de compétences. J'ai aucun problème d'ego pour le dire. Il y a des choses que je maîtrise C'est pas ça. et que j'ai pas le temps d'apprendre à maîtriser en plus si je dois me former sur toutes les pathologies qui existent.
Je vais passer mes journées à faire autre chose que mon travail et j'ai pas le temps. Il faudra plus d'une vie, donc on verra dans la prochaine. Mais, C'est ça. mais pour Voilà. l'instant, je peux pas le faire. Ouais, de toute façon, je mettrai les liens, enfin tout ce qui peut t'amener vers ton coaching, que ce soit de toute façon, ton Instagram, tout ce qui est site internet, tout ça et tout, je mettrai tout. Et du coup, si tu veux, on passe aux questions de fin en vitesse. Enfin, juste, Vas-y, vas-y. du coup, si t'avais trois comptes à recommander qui, toi, te motivent, donc ça peut être un compte Insta, YouTube, blog, pas forcément d'ordre non plus particulier, c'est pas un top 3, c'est juste trois comptes où t'enverrais des gens s'ils ont besoin de motivation, oui et non, enfin, qui toi te plaisent, en gros, que ouais, tu recommanderais à des gens. Euh, c'est une question compliquée, ça. Ouais, ouais Euh, c'est vrai que je la prépare, je la prépare jamais. Les gens, ils ont pas forcément ouais, l'habitude. C'est assez instinctif, c'est ok. pour voir juste ce qu'ils disent ou ce qu'ils. Ouais. C'est vrai que c'est chaud, ça. Qu'est-ce que je recommanderais comme compte putain, tu me prends. Après, moi, j'aime bien, j'aime bien le compte de. Enfin, j'aime bien le compte, j'aime bien la personnalité de coaching de Matt Jensen. C'est un coach américain. Donc, je recommanderais son compte pour toute la partie mindset coaching, bodybuilding pur. Après, en termes de connaissances, je suis moins maintenant, mais le compte de Nassim Saeli sur sa page YouTube, surtout, un des coachs qui propose le plus de contenu de qualité. Donc voilà, je dirais Nassim. Et après, suivez-moi. Ah ouais, voilà, pas de Voilà. souci. Vous aurez un petit mix. Je fais un peu de motivation, un petit peu d'entraînement, un petit peu de tout. Ok. Voilà. Bah, du coup, là, on a les trois comptes. Si tu avais un conseil musculation pour les gens, si tu devais donner un seul, pareil, c'est une question des fois compliquée, mais un seul conseil vraiment qui, pour toi, est percutant et aiderait du monde. Soyez patient, soyez patient. Et j'en aurais deux à attendre. Ouais, Euh, ouais, pas grave, pas de souci. Ouais, non, ce serait plutôt soyez attentif à ce que vous faites l'exécution. Apprenez à maîtriser les mouvements avant de faire autre chose. Ouais. Et après, soyez patient. Voilà. Mais en premier, apprenez à maîtriser les exécutions et à devenir bon et à standardiser au maximum vos exécutions. Une fois que vous savez faire ça, vous pouvez progresser de manière assez incroyable. Il faut que l'exécution soit bonne voilà, au maximum. Surtout avec les vidéos d'exécution qu'il y a sur Internet. Bon, bah, comme tu as dit, Nassim, il en a fait plein. Et Ouais. les anciennes sont encore mieux que les nouvelles parce que maintenant, les exécutions sont plus forcément trop top. Les gens qui montent des vidéos des fois. Donc, je trouve que les anciennes restent les meilleures. Et ouais, c'est une bonne base, en tout cas, Ouais. pour les mouvements. Ouais. Je pense que c'est le truc, parce que tous les jours, je vois des gens à la salle qui font n'importe quoi et on ne peut pas tous les corriger. Mais si vous voilà, intéressez-vous et apprenez à maximiser vos exécutions, je pense que c'est C'est ça. le socle le plus solide pour durer après derrière. Et du coup, le dernier, si tu avais un conseil business pour les gens. Euh, Formez-vous aussi. Formez-vous à tout ce qui peut être. Moi, j'ai fait trop tard. Je le fais maintenant un peu plus, mais ouais, formez-vous, intéressez-vous et n'ayez pas peur de tester. C'est un peu chaud à dire, c'est de l'argent, mais voilà, vous pouvez investir un petit billet sur un truc, essayer. Si ça marche, c'est de banco. Si ça marche pas, vous aurez perdu un petit peu, mais intéressez-vous et n'ayez pas peur d'essayer. Je pense que c'est très français. Les gens ont souvent peur. Je le vois quand je parle de crypto ou de forex. Ouais. Ma femme aussi qui gère pas mal de placements financiers, quand elle présente les opportunités aux gens. Souvent, les gens en France, ils sont un peu frileux, ils ont peur parce que c'est pas trop, on sait pas. Mais si vous essayez jamais ou vous intéressez pas ou vous ne tentez pas des choses, vous allez rester coincé dans ce qui existe déjà et qui est pas forcément le plus rentable. Donc ouais, c'est un long conseil, mais Ouais, non, c'est ça, non, mais formez-vous, je suis n'ayez pas d'accord. Ouais, peur. investir sur soi-même, c'est des fois le meilleur investissement que ce soit pour la musculation, pour le business. C'est vraiment ouais, pas hésiter à mettre de Exactement, l'argent, mais ouais, pour développer une c'est chose du bien. temps, c'est du temps à prendre sur soi, du temps à investir sur soi, mais en fait, il faut avoir une vision long terme des choses. Ça peut être passer 1 an ou 6 mois à s'intéresser, à se former, à investir sur soi sur un sujet. Et 6 mois derrière, vous allez faire que grimper, que gagner si vous avez placé de l'argent, etc. Mais il faut le faire, ouais. C'est important. Carrément. Bah, écoute, je crois on a fait le tour. Hein. Je vais dire ciao à tout le monde. Les liens seront en description. Et bah voilà, on se retrouve comme d'hab chaque semaine pour un nouvel épisode. Je te laisse le dernier mot de la fin, si jamais tu veux.
Le mot de la fin. Bah, déjà, merci de m'avoir invité. C'était super. Très bon moment d'échange, comme je m'y attendais. Donc, merci pour ton invitation. Merci aux gens qui vont écouter. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je suis assez disponible. Je réponds rapidement à toutes les questions. Je Je suis toujours confirme. disponible pour échanger. Ouais. Je suis toujours ravi d'échanger sur tous ces sujets-là, sur l'entraînement, nutrition, coaching, peu importe. Donc, voilà. N'hésitez pas. Et voilà. Voilà. Bah, comme dit, hein, les liens seront en description. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, comme dit, le petit j'aime, le petit abonnement et puis la totale. Ciao tout le monde. Ouais. Ciao.